Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mardi 26 juin 2018. Je me présente, Marilyn Coulombe, médium, auteure et conférencière, et je vous offre ce soir un nouveau Facebook Live, à nouveau un Facebook Live, et la thématique de ce soir, à quoi aimeriez-vous que je vous réponde? Donc, comme à l'habitude, je vais laisser les gens arriver tranquillement. On va se prendre 2-3 minutes pour que les gens arrivent. Vous me faites signe si vous êtes là. Vous me faites signe avec un pouce dans les airs. Vous me faites signe avec un bonhomme sourire, des beaux petits cœurs, des j'aime, etc. Et vous me dites que vous êtes là. Donc, vous m'écriviez, je participe, que vous me dites bonsoir. Ça va me faire plaisir de vous parler. Donc, Nicolas Fournier, ce soir, est présent. Nathalie Savard, Monica Anne-Breton, Christine Tuat, qui est encore là avec nous ce soir. Christine, qui est là dans presque toutes mes Facebook Live. Ensuite, j'ai Michel qui est avec moi encore ce soir. Je pense que c'est le dernier live où vous avez dit, mais il est où, Michel? Il est encore avec moi ce soir. Il va m'aider à décortiquer vos questions. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est des questions, posez-moi des questions d'ordre général. Donc, d'ordre général du genre à, est-ce que la réincarnation, ça existe? Est-ce que quand on se réincarne dans la même famille? Est-ce qu'on se réincarne dans un animal? Est-ce que, Marilyn, ça existe? Posez-moi toutes sortes de questions. C'est quand je dis des questions d'ordre général, posez-moi pas des questions sur votre vie personnelle. C'est pas de la médiumnité en direct que je fais avec votre nom sur Facebook que je fais ce soir. Demandez-moi pas si vous allez rencontrer un amoureux, si vous allez vendre votre maison ou si vous allez trouver du travail. Et demandez-moi pas non plus si votre sœur Sylvie qui est décédée, si elle va bien, si etc. Posez-moi pas des questions personnelles parce que je canalise pas directement ce soir. Ce soir, par contre, je suis là pour répondre à vos questions. À chaque mardi, on a toujours une thématique. J'essaie toujours d'aller chercher pour vous une thématique particulière. Mais ce soir, j'avais envie d'ouvrir la machine. J'avais envie que vous me posiez les questions ce soir. Puis, à questions posées, je vais tenter d'y répondre. Et parfois, quand on me pose des questions et j'ai pas les réponses, ça me fait plaisir aussi de vous dire que je connais pas tout, puis je sais pas tout. Alors, ce que je vais vous demander de faire, dans les commentaires, vous allez écrire la question. Essayez d'être concis, essayez d'être assez court aussi parce que on va essayer d'attraper les questions au vol. Vous savez, les questions, les commentaires, ça passe très rapide. Alors, tranquillement, les gens se joignent. Julie, Denise, Diane, Christine, Nathalie, Liette, vous êtes tous là avec moi ce soir. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Marilyn Coulombe, médium, auteure, conférencière, et vous assistez, je ne sais pas, peut-être pour la première fois à mon Facebook Live ce soir, peut-être pour la deuxième ou la 20e fois, c'est une possibilité. Ce que je veux, c'est que vous me suiviez le mardi soir. Donc, tous les mardis soirs, 20h, heure du Québec. Je vous demande de me suivre parce que j'ai toujours une thématique où j'ai toujours des informations à vous transmettre qui, j'espère, vous aident à avancer. Donc, souvent dans vos messages privés, vous m'écrivez puis vous me dites que ça vous fait du bien, que ça vous fait comprendre les choses. Je suis là pour vulgariser justement tout cet univers parallèle-là qui nous entoure. Alors, on commence par quoi ce soir? Là, j'ai des bonsoirs, j'ai des allos, c'est bien. Michel, as-tu vu une question passer? Oui, j'en ai une. Bonsoir tout le monde en premier. Ensuite, il y a une question de Joanne Leclerc qui veut savoir combien de temps une âme prend pour se réincarner. Ah, c'est bon. Donc, c'est Joanne qui demande combien de temps une âme peut prendre pour se réincarner. Alors, une âme, en fait, le temps n'existe pas dans la vie parallèle, dans le monde de l'au-delà. Le temps, ça n'existe pas. C'est une notion qu'on a ici sur Terre. Mais souvent, on va se la poser la question parce que on se dit, est-ce que mon père va m'attendre? Est-ce que mon bébé va m'attendre? Est-ce que telle personne va m'attendre ou elle va être réincarnée? Alors, comme le temps n'existe pas dans l'au-delà, je pourrais dire,
Oui, ça va prendre un bon bout de temps avant que l'âme va revenir ici, mais je vais aller plus loin parce qu'avec les communications que j'ai eues, avec les expériences que j'ai eues aussi, ce que je sais d'aujourd'hui, en 2018, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à une âme pour se réincarner qu'il y a environ 50 ou 50, 60 ans. Il y a 50, 60 ans dans nos maisons au Québec, je vais parler pour le Québec, dans nos maisons au Québec, quand une personne décédait, on disait à la famille, bon ben là, la personne est décédée, vous parlez pas au défunt, vous prononcez pas le nom du défunt dans la maison, vous faites pas jouer de musique pendant 6 mois. C'était assez rigide et on disait aussi de tout ramasser les photos du défunt puis de tout serrer ses affaires. Puis comme je vous disais, on n'a pas le droit de parler du défunt et de prononcer le nom du défunt. Fait que vous imaginez, dans la maison, là, si grand-papa Germain venait de décéder, ben on prononçait plus ni grand-papa ni Germain, on ramassait toutes ses affaires pour parler plus de lui. Comme s'il n'avait pas existé. On disait de laisser les morts tranquilles. Mais ce qui arrivait, là, c'est que grand-papa Germain évoluait, son âme évoluait de l'autre côté, mais ici sur Terre, personne ne lui parlait. Ou très peu, parce que des gens le disaient à l'intérieur d'eux, parlaient dans leur tête, surtout grand-maman qui pouvait peut-être parler à son mari à l'époque. Mais c'était tout. Alors, Germain continuait d'évoluer, puis sa première idée, c'était ben, je veux revenir sur la Terre, rejoindre les miens, je les aime, j'étais bien avec eux, je veux revenir sur Terre, je vais aller les rejoindre. Alors, une âme se réincarnait beaucoup plus vite à l'époque. Aujourd'hui, on est un peu plus affectueux, on passe plus de temps ensemble, on se parle plus, hein, les parents, les enfants, on se dit souvent qu'on s'aime, on s'appelle régulièrement, les enfants restent à la maison des fois jusqu'à 25, 30 ans. Alors, ce qui fait que quand on perd un parent aujourd'hui puis qu'il décède, il arrive dans l'au-delà, on fait des soirées comme ce soir où on veut donc savoir si grand-papa Germain va bien. Donc, grand-papa Germain, il nous entend parler, il est présent peut-être avec nous ce soir. Donc, tout ça fait en sorte que l'âme de cette personne-là va prendre beaucoup plus de temps à se réincarner maintenant. Alors, de mes expériences personnelles à moi, ce que je sais, c'est qu'une âme peut prendre de 50 à 100 ans avant de se réincarner ici sur le plan terrestre parce que aujourd'hui, on veut attendre ceux qui restent sur le plan terrestre. Je vais parler pour moi, Marilyn. J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants sur Terre. Alors, si je meurs demain matin, je voudrais pas me réincarner tout de suite dans les prochains enfants de ma petite fille parce que je vais vouloir revoir mes propres enfants. Donc, si je me réincarne, ça sera pas la même relation, ça sera pas du tout pareil. Et ça, c'est dit, hein? C'est pas systématique ce que je suis en train de vous dire parce qu'effectivement, il y a des âmes qui reviennent beaucoup plus rapidement. Hein? Oui, il y en a qui prennent peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans pour revenir. Et ces gens-là, il faut qu'ils évoluent très rapidement de l'autre côté. Parce qu'oublions pas qu'une fois qu'on décède, on n'est pas en vacances de l'autre côté. Ou du moins, on peut prendre un peu de bon temps. Mais on continue d'évoluer, comprendre ce qu'on était venu faire sur la Terre, comprendre les relations qu'on a eues avec les gens autour de nous. Donc, tout ça fait en sorte que ça peut prendre un laps de temps, même si je dis que le temps n'existe pas, ça peut prendre un laps de temps un peu plus long avant de revenir sur Terre. Donc, Joanne, j'espère que ça l'a bien répondu à votre question. Michel, je te laisse aller parce que je vois ça passer. Ça va très, très vite ce soir. Là, donc, essaie de mettre tes réponses un peu plus courtes. OK, je vais essayer de mettre mes réponses un peu plus courtes. Pourrais-tu nous... il y a France Desrosiers qui veut savoir, pourrais-tu nous parler des 3 jours à respecter après le décès? France, je me l'ai fait poser souvent dernièrement cette question-là. Et écoutez, je sais pas si c'est parce que j'ai donné cet atelier-là il n'y a pas tellement longtemps qui s'intitule Nos dernières volontés. Justement, j'en parle dedans, mais on dirait que depuis que j'ai donné cet atelier-là, vous êtes plusieurs à me poser les questions sur l'urne qu'on ramène à la maison, sur le 3 jours qu'on doit attendre, si c'est vrai, le don d'organes, tout ça, là, OK? Ben c'est super parce que j'offre un atelier dans lequel je vais faire vraiment le tour, puis on fait ça ensemble, on fait même nos dernières volontés ensemble. Et je vous le dis, là, c'est pas macabre, puis c'est pas un testament. Je reviendrai avec ça après. Je vais répondre à la question, puis je vais essayer de faire ce que Michel me dit, d'être concise, moi aussi, dans ma réponse. Est-ce qu'on doit attendre 3 jours? Je vous ai dit, le temps n'existe pas de l'autre côté, mais quand on décède, notre âme qui a habité notre corps physique pendant
20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 75 ans, 80 ans, elle est comme confortable et elle a comme une habitude, elle est prise avec le corps physique. Et ce qui relie l'âme au corps physique, c'est le cordon d'argent ou le fil d'argent, qui est relié soit du plexus solaire à l'âme, soit du dessus de la tête, de notre dessus de tête physique à l'âme, parce qu'il y a des personnes qui voient le cordon d'argent à partir du plexus solaire, puis il y en a d'autres qui le voient à partir de la tête. Alors, l'âme est reliée avec le cordon d'argent. Et quand le décès arrive, quand le corps physique cesse de fonctionner, bien, le cordon d'argent, il est coupé et l'âme peut s'envoler dans les autres dimensions. Mais il y a des âmes qui vont rester très près de leur corps physique, vont même essayer de revenir dans le corps physique, OK? Parce que ils comprennent pas, ils sont sous le choc, ils sont bouleversés, ils sont tout croches, ils sont tout à l'envers. Et là, l'âme, on dit 3 jours pour respecter le temps de l'âme, de comprendre qu'elle est décédée, de comprendre que le corps physique dans lequel elle vivait, ben, ne lui appartient plus, puis surtout qu'il est plus vivant. Donc, le corps, quand on dit ça aussi, c'est que ça permet à l'âme, quand elle essaie de comprendre ce qui lui arrive, on lui montre son corps physique. Son ange gardien va être avec elle, puis il va lui montrer son corps physique qui est étendu dans un salon funéraire, dans une place pour être embaumé, dans un centre de thanatologie, etc. Donc, on va lui montrer son corps physique pour lui faire comprendre, regarde là, ton corps physique, il est ici. Toi, tu peux plus aller à l'intérieur. Donc, le 3 jours permet à l'âme de comprendre qu'elle est décédée. Alors, libre à vous maintenant de dire, ah oui, moi, je veux 3 jours parce que je veux vraiment comprendre que je suis décédée avant que, par exemple, on incinère le corps, avant qu'on l'enterre, etc. Donc, ça, c'est un droit que vous avez et que vous pouvez demander. Mais attention, faites cette demande-là sur une feuille de papier qui représente vos dernières volontés. Et ne mettez pas ça directement avec votre testament, à tout le moins, parce que le testament, souvent, on va l'ouvrir 1 mois, 2 mois, 3 mois, même après un décès. Alors, si vous voulez qu'on respecte vos volontés, qu'on attende le 3 mois, bien, il faut le spécifier. Puis, gênez-vous pas pour le dire aux gens qui sont autour de vous. Moi, il est écrit dans mon testament, il est écrit dans mes volontés, puis tout le monde le sait autour de moi. Moi, tu touches pas à mon corps pendant 3 jours. Parce que même si Marilyn, elle est très connaissante de l'après-vie, je sais pas dans quelles circonstances je vais décéder. Je sais pas si je vais avoir besoin de me réveiller puis de me demander où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, etc. Je sais pas. Alors, je veux qu'on respecte, moi, d'attendre le 3 jours. Alors, je répète, le 3 jours, c'est bon pour l'âme pour qu'elle se rende compte qu'elle est bel et bien décédée, puis qu'elle puisse prendre conscience, réaliser pour continuer son cheminement dans l'après-vie. Michel. Il y a quelqu'un qui avait demandé, je me souviens plus, je l'ai perdu parce que ça a parti trop vite, mais je me souviens un peu de la question, juste le nom de la personne que j'oublie. Les religions que l'on choisit influencent-elles notre passage vers l'au-delà? Oui, tout à fait. Parce que les religions, on dit les religions, mais en fait, c'est les croyances. C'est la foi, c'est les croyances. Parce que la religion, c'est une croyance. Donc, si on croit en Dieu, si on croit en Allah, si on croit en... nommez-moi tous les dieux qui existent, ou qu'on ne croit pas du tout à un dieu, qu'on croit en un univers ou au cosmos. Les religions, dépendamment de ce qu'on vit, effectivement, va avoir une influence sur notre évolution quand on va arriver de l'autre côté. Je prends par exemple une des religions que je connais. En fait, je dis que je connais un petit bout, puis encore aujourd'hui, je me souviens jamais si je dois dire si c'est hindouiste ou si c'est bouddhiste, OK? Donc, ça se peut, je mélange un peu les deux, là, mais j'avais appris quand on a été à Bali que lorsque les gens, les Balinais, eux, la religion là-bas, elle est encore très, très, très présente. Et ce qu'on leur dit aux Balinais, c'est que s'ils sont des bonnes personnes, lorsqu'elles vont décéder, elles vont pouvoir se réincarner dans leurs petits-enfants. Mais si elles ne sont pas des bonnes personnes, donc si elles vont pécher, si elles font des mauvaises choses, bien, quand elles vont décéder, elles vont pas aller au paradis, elles vont s'en aller en enfer, elles vont se réincarner en animal. Ça, c'est leur croyance très, très, très forte pour eux. Et rencontrer, parler à n'importe quel Balinais, puis ils vont vous dire la même chose. Alors, quand ils vont décéder, eux, est-ce que systématiquement, si on été des bonnes personnes, ils vont aller au paradis? Oui. Est-ce que systématiquement, s'ils n'ont pas été des bonnes personnes, ils vont se retrouver en enfer? Oui. Pourquoi? Oui, parce que quand on décède, on se retrouve dans l'univers de nos
croyance. Alors, si moi, je crois que je suis une bonne personne puis je vais aller au paradis, bien, quand je vais arriver de l'autre côté, je vais avoir mon paradis. Alors, toutes les religions, hein, je me souviens pas le nom de la religion, puis je voudrais pas non plus mal parler ce soir, mais je pense que c'est Allah, le Dieu Allah. On dit quand une personne s'enlève la vie, hein, on parle des attentats terroristes ici, quand une personne s'enlève la vie, on dit qu'elle a fait un sacrifice humain et que cette déesse les attend de l'autre côté. Maintenant, est-ce que lorsqu'ils vont décéder, est-ce que réellement ils vont avoir cette déesse après avoir fait l'énormité de ce qu'ils vont avoir fait? Bien, ils vont arriver dans l'univers de leurs croyances, mais par contre, il va y avoir un karma, puis il va y avoir des choses que eux vont avoir à répondre de l'autre côté. Mais n'empêche, effectivement, on arrive dans l'univers de nos croyances quand on est de l'autre côté. Alors, s'il vous plaît, croyez en ce que vous voulez, mais croyez en quelque chose pour arriver dans cet univers-là. Puis croyez dans le plus beau, dans le plus méritant, dans le plus wow, finalement. Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Manon Pelchat qui veut savoir si une personne qui décède a souffert avant de partir, est-ce que cette personne prend plus de temps à rejoindre la lumière? Manon Pelchat qui demande si, quand on va souffrir, là, je vais prendre un exemple, Manon. Quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui a souffert. Donc, par exemple, quelqu'un qui décède après un long combat contre le cancer. On va parler de cette maladie-là parce que tout le monde la connaît. Supposons que grand-papa il est en dernier stade de vie, mais ça fait 3 ans qu'il traîne son cancer, 3 ans qu'il fait des traitements, puis là, ça revient, puis on recommence. Puis là, grand-papa qui, dans sa vie, mesurait 6 pieds et pesait 250 livres, est rendu maigre, chétif, pesant à peine 80 livres dans son lit d'hôpital. Grand-papa décède. Est-ce que ce grand-papa-là, même s'il voit la mort arriver, même s'il sait qu'il va décéder, est-ce que ça va lui prendre un certain temps à retrouver sa lumière? Je vais dire oui, mais c'est pas les mêmes raisons qu'une personne qui va décéder de manière subite. C'est-à-dire que le grand-papa, oui, il a le corps physique. Le corps physique est fatigué. Il a été malade, hein? Il a eu de la souffrance. Mais le corps physique, là, il reste ici sur Terre, là. On va soit l'incinérer, on va l'enterrer. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a d'autres corps, les corps éthériques, hein, les corps subtils qu'on a autour de nous, que ce soit le corps psychologique, que ce soit le corps mental, que ce soit le corps psychique, les corps éthériques, tout ça, ça vibre. Et si on a été malade, si on a souffert pendant longtemps, ben ces corps-là aussi, ils sont fatigués. Alors, une fois que la personne décède, ben l'âme, il faut qu'elle se réveille de l'autre côté, qu'elle prenne conscience, mais lui, il faut de l'énergie. Alors, si ces corps d'énergie sont faibles, sont fatigués, mais ça va lui prendre encore là un certain temps avant de pouvoir rejoindre sa lumière. Et souvent, je vais faire comprendre aux gens, hein, si par exemple, grand-papa, hein, qui est dans son lit d'hôpital et qu'il a combattu des cancers, qui est fatigué, mais qu'on lui donne la permission de revenir à la maison chez vous. Vous le ramenez à la maison chez vous. Vous l'installez tout douillettement dans le salon, là, sur le divan ou dans un bon lit, là, exprès pour lui et tout. Vous êtes aux petits oignons avec lui. Est-ce que, mettons, 24 heures après qu'il soit revenu de l'hôpital, est-ce que vous allez dire à grand-papa, bon, ben là, grand-papa, viens-tu faire les commissions avec moi? Je trouve ça plate, là, il neige beaucoup dehors, j'ai peur, j'aime pas ça, viens donc avec moi puis tu vas amener mes sacs d'épicerie. Allez-vous faire ça? À peine 24 heures, grand-papa sorti de sa chambre d'hôpital? Non. Mais moi, je vais vous dire, c'est exactement la même chose quand une personne décède, surtout après un long combat d'une maladie, après avoir été malade longtemps. Une fois qu'il est décédé, oui, on peut se dire, bon, enfin, il va arrêter de souffrir, enfin, il va être bien. Mais s'il vous plaît, demandez pas à ces personnes-là de venir vous donner de la force pour planifier les funérailles, de la force pour passer au travers, de vous donner. C'est qui est bien à part la peine? Je veux pas dire qu'on n'a pas de peine, non, mais à part la peine, c'est qui est bien? C'est vous qui êtes plein d'énergie, c'est vous qui êtes en forme. Donc, c'est bien plus à vous de prier pour l'âme qui vient de partir, pour lui parler, pour lui envoyer de l'énergie pour qu'elle puisse passer à travers tout son cheminement de l'autre côté, surtout qu'elle part et elle n'a pas beaucoup d'énergie. Alors, c'est ça qu'il faut penser. Est-ce qu'une personne, je rajoute peut-être Manon à l'explication, est-ce qu'une personne continue de souffrir de l'autre côté?
Pas nécessairement, puis c'est pas la même souffrance. Quelqu'un qui a mal ici aux os, qui est en train de décéder parce qu'elle a mal aux os, non, elle va pas continuer d'avoir mal aux os de l'autre côté. Mais une personne qui se croit malade, quand on dit qu'il se croit malade, ça c'est dans la tête, dans le côté psychologique. Et encore là, je veux pas dire qu'elle est pas malade dans son corps physique, mais qui continue de penser, de croire qu'elle est souffrante, de croire qu'elle a mal, ça malheureusement, oui. Il y a des personnes qui peuvent continuer de souffrir de l'autre côté, mais ils ne souffrent pas dans le corps physique. Ils l'ont plus. Ils vont souffrir dans le corps psychique ou dans le corps mental ou dans le corps émotif. Michel, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a Marie-André Doré qui veut savoir, que penses-tu des dons d'organes? Marie-André? Ouais. Qui pose la question, que penses-tu des dons d'organes? Je vous dirai pas qu'est-ce que moi je pense des dons d'organes, mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe au niveau des dons d'organes. Et encore une fois, je vous disais tantôt, j'ai fait un atelier ce printemps, puis j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir dans mon groupe, sans le savoir, 2 personnes qui ont travaillé chez Québec Transplant. Donc, était très bien placé pour me remettre en droit chemin si ce que je disais par rapport au droit aux dons d'organes, si c'était correct ou pas correct. Donc, grosso modo, quand on fait une donation d'organes, faut être conscient de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si là, vous avez dans votre portefeuille en ce moment votre carte d'assurance maladie ou votre permis de conduire ou un papier où vous avez signé. Signé parce que tout le monde dit partout, signez votre carte, c'est important, signez votre carte, mais que vous n'avez pas pris conscience. Vous avez tout bonnement signé. C'est pas la même chose dans votre après-vie, de ce qui se passe dans le après, qu'une personne qui l'a fait de manière consciente. C'est-à-dire une personne qui a pris sa carte, qui a dit, oui, moi, au moment où je vais mourir, si mon cœur fonctionne encore, si mes reins fonctionnent, si mes poumons, peu importe, si j'ai des organes qui sont bons, ben oui, je voudrais que ça puisse aider à une autre personne, alors je signe ma carte. Au moment du décès, si j'ai été consciente d'avoir signé ma carte, vous savez que lorsqu'on fait un prélèvement d'organes, c'est une mort cérébrale, c'est-à-dire que le corps physique est encore en vie, mais il n'y a plus d'activité cérébrale, c'est une mort cérébrale. À ce moment-là, si vous avez signé votre carte, on va tout de suite procéder au prélèvement. Donc, quand on va faire le prélèvement de vos organes, si vous êtes conscient d'être décédé, si vous êtes conscient d'avoir fait ça, bien, vous allez regarder l'opération se faire, puis vous allez être content que le voisin d'à côté reçoive votre cœur. Ça, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer de l'autre côté. Vous allez être heureux, vous allez être en paix. Mais si, par exemple, vous n'avez pas été conscient et que là, vous décédez subitement par un accident ou une situation quelconque et que là, vous vous apercevez qu'on est en train de prendre vos organes et qu'on est en train de les envoyer pour une autre personne et que vous voulez pas mourir. Eh bien là, il y a des chances que, votre âme soit empêchée d'avancer, que ça crée un obstacle, que ça crée une barrière parce que vous voulez pas mourir. Donc, si vous voyez qu'on est en train de prendre votre cœur alors que vous espérez pouvoir revenir dans votre corps, vivre encore, bien là, vous ne serez pas content. Et est-ce que le receveur va ressentir ça? La réponse, elle est oui. Donc, une personne qui reçoit un cœur peut ressentir les vibrations et l'énergie du donneur, OK? Et ça, là, quand je l'ai expliqué dans mon atelier, ben, je savais pas que les 2 gens qui étaient dans mon cours, ils travaillaient pour Québec Transplant. Ils m'ont dit à la fin, Marilène, tu as tout à fait raison, parce que nous, on l'a vu souvent. Nous, on l'a vu souvent parce que nous, en travaillant chez Québec Transplant, on connaît souvent les donneurs, pas les donneurs, mais les receveurs, puis on connaît leur personnalité. Et quand ils reçoivent un cœur, des reins, des poumons, etc., on voit le changement. On voit ça change drastique des fois. Alors, effectivement, on peut ressentir l'énergie du donneur quand il n'y a pas acceptation de la part du donneur. Très important, s'il y a acceptation de la part du donneur, il n'y a pas d'énergie puis il n'y a pas de difficulté au receveur. Mais tout ça pour vous dire, le don d'organes, il faut être conscient quand on va signer notre carte de ce qu'on fait. Parce que si vous avez peur d'être de l'autre côté puis que ça vous empêche d'avancer, bien pensez-le maintenant, ici, sur Terre. C'est bon? Oui, il y a Louisette Renaud qui te demande. Oui. Une minute. Est-ce qu'on est conscient de notre incinération? On souffre?
Répète-moi le prénom. Louisette. Louisette. Louisette, est-ce qu'on est conscient, si on a entendu le 3 jours qu'on parlait un peu plus tôt dans le Facebook Live, non, on ne sera pas conscient de l'incinération. En fait, on pourrait participer avec la famille parce qu'il y a des familles qui sont invitées à participer à l'incinération, c'est-à-dire à pousser le cercueil dans l'incinérateur. Il y a des familles qui sont invitées à ça. Il y a des retrouvailles autour de l'incinérateur et l'âme peut être avec ces gens-là, puis elle peut voir son corps partir dans le four crématoire, puis être bien correct avec ça. Mais il y a des âmes, et ça, je l'ai vécu personnellement, je l'ai vu personnellement, il y a des âmes qui vont entrer dans le four avec le corps physique et vont avoir la sensation de passer au feu, de brûler. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est agréable, mais entendons-nous, ils n'ont pas la souffrance de se sentir brûlés parce qu'ils n'ont plus de corps physique, ils vont pas ressentir. Mais est-ce qu'ils vont avoir le choc, par exemple, de se voir brûler puis de dire, mais non, je suis pas prêt, puis je peux revenir encore, puis etc. Parce que les âmes, des fois, comprennent pas, hein, ils sont comme dans la confusion. Donc oui, Louisette, je dois vous dire qu'il y a des personnes, il y a des âmes qui se voient brûler et qui peuvent en rester avec un choc. Et vous savez, quand on parle de vie antérieure et qu'on revient parfois avec des peurs qu'on ne sait pas d'où ça vient, bien que ça peut provenir de chocs comme ça. Alors, on sait que l'incinération, ça existe depuis les années 70 ici au Québec. En fait, c'est accepté un peu plus par l'Église catholique depuis les années 70. Les gens qui sont décédés avant ont peut-être pas conscience, mais les premières personnes qui sont décédées dans les années 70, s'ils n'ont pas eu le 3 jours d'attente, s'ils n'ont pas réalisé ce qui se passait ou ce qu'ils ont demandé à vivre, ben oui, ils pourraient revenir dans une prochaine vie avec, par exemple, la peur du feu, la peur de passer au feu, la peur d'être brûlé, etc. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Dave Cyr qui te demande si une personne se suicide, qu'arrive-t-il à ce défunt? Donc, Dave qui parle. C'est Dave ou David, là, je sais pas. OK. Mais c'est correct. Je te reprends pour dire Dave parce que des fois, j'ai des commentaires de personnes qui me disent « Ah, il y a juste des femmes. » Non, non, non. On a des gars aussi sur le Facebook Live. On a de plus en plus d'hommes qui vont s'ouvrir à ce monde spirituel puis à ces vies parallèles. Donc, Dave qui posait… Si une personne se suicide, qu'arrive-t-il à ce défunt? Une personne qui s'enlève la vie… bon, je sais que j'ai déjà fait un Facebook Live complet là-dessus, fait que je vais essayer de rapetisser ça. Hein. Une personne s'enlève la vie, son âme va évoluer d'une manière différente de l'autre côté, dans notre monde parallèle, comparativement à une personne qui décède de façon naturelle. Pourquoi? Bien parce qu'une âme, quand ça vient sur Terre, ça se choisit une mission de vie, ça se choisit une incarnation, mais une âme ne va jamais, jamais, jamais choisir comme mission de vie un suicide, de s'enlever la vie, d'arrêter son contrat de vie, de mettre un terme à sa vie. Une âme ne choisit jamais ça. Donc, si des fois vous entendez des gens qui vous disent il s'est suicidé, mais tu sais, c'était sa mission de vie, croyez pas ça. Parce que, en fait, j'ai pas le droit de vous dire croyez pas ça, mais ça existe pas. Une âme, elle ne s'incarne pas ici pour, à un moment donné, décider de s'enlever la vie. C'est toujours le libre arbitre qui choisit. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est notre ego et c'est notre mental. Et quand on choisit de s'enlever la vie, c'est parce que dans notre tête, ça va pas bien. Puis c'est parce que dans notre tête, on se dit jour après jour qu'on n'est pas aimé, que la vie est pas belle, que ça vaut rien de rester ici, que ça donne rien, qu'on dérangera pas personne de partir, qu'on va soulager des gens, qu'on va blesser des gens, tant pis pour eux autres. Toutes ces idées-là, toutes ces pensées-là, et je le dis, hein, les idées, les pensées, ça vient du mental, qui est l'ego. Alors, et le libre arbitre. Le libre arbitre, l'ego, le mental va faire en sorte que l'humain va décider de s'enlever la vie. Mais l'âme, elle veut pas ça. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'âme d'une personne qui s'enlève la vie quand elle arrive dans son évolution? Première des choses, elle va faire comme vous, comme moi, quand on va mourir, on va prendre le temps de réaliser qu'on est décédé. On va prendre le temps d'accepter d'être décédé. Et là, je vous entends. Vous allez me dire, oui, mais Marilyn, s'il s'est enlevé la vie, c'est parce qu'il voulait mourir. Non, non. Une personne qui s'enlève la vie ne veut pas mourir. Une personne qui s'enlève la vie veut arrêter de souffrir.
C'est vraiment ça. C'est pas elle veut pas mourir, hein. Beaucoup de personnes qui s'enlèvent la vie, c'est pas mourir qu'elles veulent. C'est arrêter de souffrir. Alors, quand elles arrivent de l'autre côté, puis que là, elles réalisent le geste qu'elles viennent de poser, bien, la première réaction qu'elles ont, c'est d'être. Des fois, il y en a qui sont fâchés après eux. Des fois, il y en a qui sont déçus. Des fois, il y en a qui ont honte. Des fois, il y en a qui ont de la peine. Ça, c'est ceux qui sont capables de prendre conscience. Mais il y en a d'autres, quand ils vont décéder, ils vont avoir le même état d'esprit qu'ils avaient sur Terre. Donc, s'ils sont en dépression, s'ils sont malades psychologiquement, avec des idées noires, des pensées noires, bien, quand elles vont arriver de l'autre côté, elles vont arriver dans un monde un peu plus sombre, dans des pensées plus sombres. Alors, elles vont aller un peu plus vers le côté sombre que vers la lumière. Et le chemin particulier qu'une âme qui s'enlève la vie va devoir faire comparativement à une âme qui est décédée de façon naturelle, ben la personne qui est décédée de façon naturelle, elle va retrouver sa famille, elle va commencer à comprendre qu'est-ce qu'elle était venue faire sur le plan terrestre, elle va se féliciter ou des fois elle va se taper ses doigts, etc. La personne qui s'enlève la vie, quand elle arrive de l'autre côté, elle n'est pas accueillie en héros, sa famille, elle n'est pas tout autour d'elle, pas tout de suite. Elle rencontre son ange gardien, elle prend connaissance de ce qu'elle a fait. Ensuite, et non pas pour la punir, je dis bien ça, pas pour les punir, mais on va leur montrer qu'est-ce qui était réellement leur vie. On va leur montrer les personnes qui les aimaient. On va leur montrer la peine qu'ils ont fait à ceux qui sont restés sur Terre par leur choix personnel. Et je répète, c'est pas pour les faire souffrir encore plus, c'est pour les faire rendre compte du geste qu'ils ont posé afin qu'ils ne le refassent pas dans une autre vie. OK? Alors, le chemin est un peu plus particulier pour ceux qui s'enlèvent la vie. Et la raison pourquoi ils se sont enlevés la vie, donc grosso modo, la raison, mais dans une prochaine vie, ils vont revenir avec ce même karma-là. Donc, ils vont devoir passer soit à travers une peine d'amour, soit un problème psychologique, soit un problème de santé. Hein? Donc, tout ça, ils vont devoir revenir le vivre parce que notre but premier d'une incarnation, c'est de passer à travers les objectifs qu'on s'était fixés de venir vivre sur la Terre. C'est bon? C'est bon, Dave? J'espère que j'ai bien répondu à la question. Ensuite. Une question. Je suis en train de revoir la série Melinda Entre deux mondes. Je voudrais savoir si ta vie de médium ressemble à celle du personnage. Tout à fait. C'est Julie qui te demande ça. Julie, est-ce que ma vie ressemble à Melinda Entre deux mondes? Je vous dirais que oui. Bon, Melinda, on sait, hein, c'est un programme de télé. Melinda, je pense qu'elle résout des enquêtes, elle résout des décès et tout ça. Je ne vois pas jusque-là nécessairement. Mais est-ce que, par exemple, quand je suis assise avec ma famille, qu'on est en train de rire, oups, je vois pas quelqu'un passer? Oui. Est-ce que des fois, ce quelqu'un-là en question vient vers moi puis il me pose une question, je lui réponds? Oui, ça m'arrive. Je vais vous raconter une anecdote. Un soir, Michel et moi, on s'en va au théâtre Le Jésus à Montréal. On s'en va voir le spectacle de Réal Bélan. Et là, on est dans le hall d'entrée. Puis moi, j'aime ça arriver tôt pour avoir une place à stationner, surtout à Montréal. Puis avoir le temps avant de rentrer dans la salle de spectacle. Donc, on est dans le grand hall d'entrée. Il y a des tables cocktails. On est installé une table, moi puis Michel, puis il y a peut-être une vingtaine de personnes dans tout le grand hall. Et à un moment donné, on jase, moi puis Michel, puis à un moment donné, c'est silence. Fait que je tourne ma tête, je regarde un peu les gens qui nous entourent et pas loin de moi, je dirais peut-être à 30aine de pieds, il y a deux madames, une très grande puis une plus petite. Je vous dirais peut-être 70, au moins 70 ans. Les deux madames se parlent, je les trouve belles, je les trouve cute. La grande madame s'en va, j'imagine, aux toilettes. La dame plus petite reste toute seule. Fait que je regarde la madame et là, je vois-tu pas son mari derrière elle. Et là, je suis certaine que c'est son mari. La manière qu'il se tient, il a les deux mains sur ses épaules. La personne que je vois, là, c'est un fantôme. Il y a des deux mains sur ses épaules. Et là, en tournant ma tête et en la regardant, moi, je fais un beau sourire, le monsieur décédé me voit. Et il voit que je le vois. Fait qu'il s'en vient directement vers moi et il me dit, viens dire à ma femme que je suis bien, viens dire à ma femme que je suis là. Et là, moi, je suis comme toute mal. Et là, Michel me connaît. Il me dit, bon, c'est quoi t'as vu encore? Fait que là, je lui explique. J'ai dit, tu vois la madame là-bas? Son mari, il m'achale pour que j'aille la voir puis que j'aille lui dire qu'il va bien et tout ça. Mais moi, Marilyn, j'ai pour principe de ne pas aller vers les gens parce que je ne sais pas comment ils sont.
je ne sais pas si il croit en ça. Est-ce qu'il croit à la communication avec les personnes décédées? Est-ce qu'il croit qu'il y a une après-vie? Est-ce que les personnes sont bien, sont équilibrées et tout ça? Je veux pas aller un peu comme Lisa Williams fait dans son émission de télévision, hein? Elle arrête des gens sur la rue. Marilyn, vous verrez pas vraiment ça arriver. Pourquoi? Parce que, je répète, je ne sais pas comment la personne va réagir, je ne connais pas ses croyances ni rien. Donc, je dis au monsieur, j'ai écouté, j'ai dit, je peux pas aller voir votre femme parce que, je sais pas, d'un coup, votre femme, elle commande la sécurité puis qu'elle me dit, non, je veux pas me faire sortir de la salle de spectacle. Fait que je dis au monsieur, j'ai écouté, si vous m'amenez votre madame à moi, ben, je vais essayer d'entamer la conversation et quand je vais lui parler, ben, je vais lui demander si elle est ouverte à ça. Si elle est ouverte à ça, ça va me faire plaisir d'y donner votre message. Je dis ça au monsieur, fait que là, le monsieur, il retourne vers sa madame et là, Michel, il me dit, mais pourquoi tu vas pas y parler? Fait que je répète, j'ai dit, Michel, d'un coup que la madame, elle panique, elle a peur de ces affaires-là, ou tout à coup que ce soir, c'est son premier soir qu'elle vient voir un spectacle d'humour pour se changer les idées avec sa chum de fille. Puis moi, j'arrive puis je lui dis, oh, madame, en passant, votre mari, il est là, puis il vous fait dire qu'il va bien. Hey, je remets-tu la madame dans sa peine d'amour puis dans son deuil? Je ne sais pas, moi. Alors, je dis ça au monsieur. Là, les portes ouvrent. On s'en vient avec en entonnoir. Et là, la madame est juste en avant de moi. Fait que là, Michel me dit, ah ouais, vas-y. J'attends, ça se tourne puis qu'elle me parle. Mais je veux juste qu'elle me regarde. Si elle me regarde, je vais établir un contact, je vais y parler. On rentre dans la salle, nous, on s'en va à gauche. La madame avec ses billets s'en va à droite. Fait qu'on s'en va s'asseoir. On est la troisième rangée en avant, complètement à gauche. On part, on s'en va s'asseoir. Et là, à un moment donné, je vois-tu pas la madame arriver dans ma rangée, puis elle check ses billets, puis elle check les bancs, puis elle check ses billets, puis elle check les bancs, puis elle marche dans la rangée. Elle est à 3 bancs de moi. Je viens pour me lever, la madame, poum, elle revire de bord, puis elle s'en va. Ses billets étaient complètement l'autre côté. Mais le monsieur, là, il l'a amené jusqu'à moi, là. Puis, si la madame m'avait regardé, je me serais levée pour lui offrir de l'aide, lui dire, ben venez, madame, je vais vous aider avec vos billets. Puis là, j'aurais engagé. Mais non, jamais la madame m'a regardé, jamais elle s'est levé les yeux puis qu'elle m'a regardé. Alors, j'ai pas pu dire à cette madame-là ce soir-là que son mari était présent. Alors, un peu comme, effectivement, dans Mélinda, Entre deux mondes, ma vie, parfois, peut ressembler à ça. Oui. Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ginette Bourbeau qui te demande, garder les cendres d'une personne, est-ce que ça change quelque chose au défunt? Ça peut changer quelque chose si, encore une fois, quand on va passer devant l'urne qu'on a installée à la maison, par exemple, si on passe devant l'urne puis qu'on s'écrase encore devant elle au bout de X temps et qu'on pleure, oui, ça peut empêcher le défunt d'avancer. Mais dans la réalité, c'est pas de garder l'urne à la maison qui empêche le défunt d'avancer. C'est votre peine. C'est le fait que vous acceptez pas son décès. Et si de voir l'urne à tous les jours dans la maison fait que ça retarde votre acceptation, à ce moment-là, c'est mieux de ne pas garder l'urne à la maison. Est-ce que aussi, bon, si vous êtes une personne puis vous avez décidé, bien, si vous êtes une personne, oui, hein, vous êtes une personne, si en tant que personne, vous décidez, vous, de vous faire incinérer et que vous dites, moi, j'aimerais ça que mes cendres aillent chez ma fille, puis votre fille est d'accord avec ça, pas de problème, vous allez avancer de l'autre côté. C'est correct. Mais si vous avez jamais exprimé votre désir, hein, est-ce que tu veux être incinéré? Est-ce que je peux garder l'urne? Si vous avez jamais rien dit et que c'est votre fille qui prend la décision d'amener l'urne à la maison, là, ça peut aussi faire que l'âme va pas être bien, que le défunt sera pas bien parce qu'on respecte pas ses volontés ou s'il avait absolument rien dit, ben peut-être que ça va le déranger, effectivement, d'avancer de l'autre côté puis de dire non, c'est pas ça que je voulais. C'est très important, hein, le choix de ramener l'urne à la maison. Faut pas faire ça à la légère. Faut pas faire ça, essayer de ne pas faire ça d'un côté émotif. Il y a des gens qui ramènent l'urne à la maison parce qu'ils sont pas prêts à se séparer encore avec le défunt. Psychologiquement, c'est pas nécessairement bon. Et pour le défunt, c'est pas nécessairement bon. Mais il faut que vous soyez conscient. Dès que vous amenez une urne à la maison, il faut que vous ayez rempli des papiers qui vous dit si vous mourrez un jour, qu'est-ce qu'on fait de cette urne-là? Parce que en ce moment, les thanatologues au Québec essaient de faire passer une loi pour plus qu'on ait le droit de ramener les urnes à la maison. Parce que les gens, ils savent pas quoi faire avec l'urne une fois qu'ils ont comme
faites leur deuil. Ou, je prends un exemple, une femme qui ramène l'urne de son mari à la maison, puis au bout de 5 ans, elle rencontre quelqu'un de nouveau, elle prend l'urne, puis elle la met dans le garde-robe, puis elle l'oublie là. Puis, soyez pas surpris, puis faites pas des gros yeux, là. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Et en ce moment, la mode, hein, je me suis fait dire ça dernièrement, la mode, c'est qu'ils retrouvent plein d'urnes dans les métros à Montréal. Donc, dans les métros souterrains à Montréal, ça a l'air que l'équipe qui travaille là, pour faire le ménage, ils retrouvent plein d'urnes parce que les gens, ils savent pas quoi faire après. Ils vont arriver. Dernièrement, j'ai mis un article sur mon Facebook, hein, ma page privée Facebook, là. J'avais un article, c'est Jean qui m'a donné cet article-là, des gens de Lévis qui ont retrouvé en faisant le ménage dans un appartement, une urne qui appartenait à un monsieur qui était décédé en 1995. C'était dans le fond d'un garde-robe, oubliez-le, laissez-le. Hein? Donc, mais voyons donc, ça se fait pas. Par respect pour le décédé, la personne décédée, mais par respect tout court. On a tellement plus de coutumes ici, on a tellement plus de rituels vraiment précis. Là, on a tellement tourné le dos rapidement à l'Église et on a tout envoyé dans les airs. Aujourd'hui, il faut refaire tranquillement des rituels. Il faut croire à des nouvelles choses. Alors, tout ça pour dire que d'être conscient si on ramène l'urne à la maison, et c'est pas forcément parce qu'on ramène l'urne à la maison que c'est ça qui empêche le défunt d'avancer, parce qu'en fait, l'urne à la maison, là, le défunt, bien souvent, il reconnaît même pas ça, parce que c'est plus lui, c'est pas son corps physique, c'est un tas de cendres. Donc, le défunt, c'est pas ça qui va l'empêcher d'avancer. C'est la peine qu'on a ou le fait qu'on les retienne ici. Michel, est-ce qu'on a une autre question? Juste dans le même ordre d'idée, pour continuer, j'ai pensé une question. Eugène qui demandait, qu'est-ce que tu penses des cendres dans un bijou? Juste pour Eugène, oui, ben ça va avec. Merci d'avoir posé cette question-là, Eugène. Quand on garde un bijou, quand on garde les cendres d'une personne dans un bijou, c'est exactement la même chose que l'urne à la maison. Si on conserve le bijou, si on conserve les cendres dans un bijou et que dès qu'on perd le bijou, on vient fou, puis il y a un problème psychologique. Il y a un problème psychologique pour vous d'accepter le deuil, hein? Parce que souvent, je vous dirais là, hein, je vous dirais vraiment, par expérience de vie, ceux qui portent un bijou avec les cendres d'un défunt dans leur cou sont souvent des gens qui n'ont pas accepté puis qui sont pas capables de faire le deuil de cette personne-là. Souvent, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qui arrive pour ces gens-là? Ben, ça les empêche, là, je parle des gens physiques, là, ça les empêche de continuer leur vie, ça les empêche d'avancer. Ça fait en sorte que, mon Dieu, s'ils n'ont plus leur bijou, ils se sentent plus là, c'est un drame, puis etc. Puis, pensez pas que j'exagère pas, OK? Et c'est la même chose, là, les petits oiseaux, on sépare les cendres. Il faut pas oublier là, que ces cendres-là, c'était un corps physique avant. Hein? Donc, quand on se promène avec les cendres, là, c'est qu'on se promène avec un bout de corps physique d'un être humain. Donc, c'est à ça qu'il faut penser. Même chose, bijoux ou les petites urnes ou les petits oiseaux que chacun garde chez eux, et si ça nous empêche d'avancer nous, si ça nous fait énormément de peine puis qu'on n'accepte pas le décès, c'est automatique que ça empêche le défunt d'avancer de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... Céline Lévesque qui te demande si quelqu'un refuse tout traitement suite à un cancer, qu'advient-il à sa mort? Céline, la personne qui refuse tout traitement par rapport à un cancer et qui s'en va dans l'au-delà, je suis obligée de vous dire que cette âme-là est complètement heureuse de l'autre côté. Vous attendiez une autre réponse, hein? Non. L'âme a fait un choix conscient. La personne physique refuse des traitements pour X raisons. Elle a ses propres raisons. Mais elle va décéder d'une manière naturelle. Donc, il faut faire attention ici avec tout ce qui entoure ces conditions-là. Il y a l'acharnement thérapeutique. Il y a des personnes qui vont avoir traitement par-dessus traitement, puis ils n'ont pas une meilleure vie, ils n'ont pas une belle qualité de vie, mais ça leur donne plus de temps sur le plan terrestre. Mais ce plus de temps-là, ils passent en faisant des traitements, en étant malades, en étant à l'agonie, en étant même pas conscient que leur famille est proche et tout ça. Alors, la personne qui dit « Non, moi, je veux pas recevoir de traitement parce que je sais que peu importe si je prends le traitement, ça va pas s'améliorer, ça va juste me donner du temps supplémentaire, mais que ce temps supplémentaire-là, ça sera pas une belle qualité de vie. » Alors, la personne, c'est pas un mauvais choix que de dire « OK, je veux pas de traitement
je veux mourir de manière naturelle. C'est pas la même chose qu'un suicide, là. Pas du tout, du tout, du tout. La personne qui se sait condamnée, elle va décéder de manière naturelle. Mais là, pour que cette personne-là qui décide de ne pas faire les traitements, bien là, elle doit finir sa vie, hein? Elle doit dire ce qu'elle a besoin de dire, elle doit faire ce qu'elle a besoin de faire, si elle a besoin d'être entourée de sa famille, si elle a des comptes à régler. Hein? Moi, je dis des comptes à régler, mais en fait, c'est du karma. Hein? On doit régler notre karma, etc. Alors, si on fait tout ça et qu'on se laisse aller, ben à ce moment-là, la personne, quand elle arrive de l'autre côté, elle évolue bien parce qu'elle a fait un choix conscient, puis on a respecté son choix. C'est bon? Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Il y a quelques personnes qui te demandent encore des anecdotes. Il faudrait que je fasse un Facebook Live sur ma vie de médium. Il va être long. Il va être long, oui. Je ne sais pas si tu as des problèmes sur ton côté. Sur mon côté, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. On dirait que je ne suis pas capable d'avoir les plus récentes, les autres. Je ne sais pas. OK. Ben écoute, moi, j'en ai une là, qui est arrêtée là. C'est Émilie Lemay qui demande, elle vient de se joindre à nous. Donc, elle s'est toujours posé la question sur ses vies antérieures. Comment on fait pour savoir qui on était? Est-ce que notre ange qui nous le dit? Émilie, c'est un sujet qui est hyper intéressant, les vies antérieures. Ça me fascine, moi, les vies antérieures. Et comment on fait pour les reconnaître? Bon, dans un premier temps, ça peut être que si vous êtes attiré par quelque chose en particulier, mais là, vraiment beaucoup. Par exemple, vous êtes attiré d'aller visiter Londres alors que vous n'y avez jamais été, mais vous êtes attiré d'aller à Londres. Puis, vous savez, vous rêvez que vous allez dans les rues de Londres, que vous connaissez les rues, que vous connaissez les pubs là-bas, Puis, la journée où est-ce que vous débarquez de l'avion, vous atterrissez à Londres, et là, vous regardez autour de vous, puis vous dites « Hey, j'ai déjà vécu ici, je me sens bien, je me sens chez nous ». Bien ça peut déjà être une indication d'une vie passée. Une vie passée aussi, on parlait tantôt des peurs, hein? Bon, quelqu'un qui vit au monde, qui a peur de se noyer, qui a peur de l'eau, qui veut à peine prendre son bain, et que là, qui s'interroge, puis que ses parents lui disent non, pourtant, tu n'as jamais eu de problème quand tu étais petit dans ton bain, et la personne, elle a peur de l'eau, elle a peur de tout, bien, ça peut être justement un lien, un indice qu'elle est peut-être noyée dans une vie passée. Donc, dépendamment de vos goûts, dépendamment de ce dans quoi vous vous entourez, bien, ça peut vous dire dans quelle époque vous avez peut-être déjà vécu. Ça reste que c'est de l'observation. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut soit aller en régression sous hypnose. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés dans les régressions de vie antérieure et dites-vous bien que lorsque vous êtes sous hypnose, à tout moment, vous pouvez vous réveiller. Fait que l'hypnose, là, c'est pas quelque chose dans lequel on vous enferme puis vous perdez le contrôle, là, pas du tout. Et l'hypnose, c'est pas non plus l'hypnose de spectacle. Donc, ça ne veut pas dire parce que vous allez aller dans votre vie antérieure qu'à un moment donné, dans le bureau de l'hypnothérapeute, vous allez vous mettre à faire la poule ou un striptease ou ces choses-là. Ça n'a rien à voir. Ça va chercher le même subconscient et tout ça, là, les mêmes manières d'entrer en état de transe, mais c'est pas du tout la même chose comme expérience, par exemple. Donc, avec un hypnothérapeute, vous pouvez lui demander « J'aimerais retourner dans mes vies antérieures ». Et à ce moment-là, on peut prendre plus qu'une séance parce que, vous savez, en 2018, ici, si vous êtes en train d'écouter mon Facebook Live, je vous parle, on a plusieurs vies de vécu. On n'est pas dans notre première vie. Donc, si on a plusieurs vies de vécu puis vous êtes intéressé à savoir les vies que vous avez faites, bien, ça peut être utile de prendre plusieurs séances. Donc, en régression sous hypnose. Vous pouvez le faire en état de méditation. Installez-vous en méditation. Demandez avant de méditer la question « Qui j'étais dans une vie antérieure? » Et au moment de votre méditation, concentrez-vous sur cette question-là puis laissez monter à l'intérieur de vous des images, des odeurs, des sensations, des mots, des bruits, des sons. Et au moment où vous allez revenir de votre méditation, bien, prenez confiance dans ce que vous avez ressenti. Faites des recherches aussi, hein, que vous sortez d'un endroit comme l'hypnothérapeute, faites des recherches. Vous vouliez des anecdotes? Tantôt, je vais vous en conter une. Moi, je vous l'ai dit, hein, je suis fascinée par l'hypnose. J'ai fait mon cours, mon niveau de base en hypnothérapie. J'ai commencé mon niveau 2, je ne l'ai pas terminé, mais je suis fascinée depuis longtemps. Et il y a
C'était en 95. Oui, c'était en 95, c'était avant le décès de mon père. J'avais fait une séance d'hypnose avec un monsieur Paul-Émile qui s'appelait. Et Paul-Émile, la séance... Attendez donc une seconde. C'est donc bien drôle, ça. Oh, je vais vous dire quelque chose après. Paul-Émile fait la séance d'hypnothérapie avec moi et on s'en va dans les vies antérieures. J'ai déjà été un professeur dans une vie antérieure, puis je suis tellement pas surprise parce que jeune, je finissais l'école, j'arrivais à la maison, puis je jouais à l'école. Aujourd'hui, je suis encore un professeur. Je ne suis pas un professeur dans les écoles, mais de tout ce que je fais de ma vie, j'ai toujours été une forme de professeur. Alors, dans mes vies antérieures, j'ai déjà été un professeur. Je suis déjà décédée d'une certaine façon assez violente. On voit toutes ces choses-là. Mais lui, comme j'étais un bon sujet, il avait envie de faire une expérience. On est en 95. Il me dit, Marilyn, avant de me mettre en hypnose, il me dit, Marilyn, j'aimerais ça t'envoyer dans le futur. On s'en va dans les années 2000. J'aimerais ça que tu ailles voir qu'est-ce que ça a l'air l'année 2000, quand on va passer de 99 à 2000. Et es-tu d'accord avec moi? Ben, je fais oui. Je me mets en transe, je me mets en état d'hypnose. Il m'amène doucement, tranquillement. Et là, il m'amène dans la soirée, dans le 1999, la dernière journée, le 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Et là, je pars dans mes images. Et là, je lui raconte que je m'en vais, je suis à New York. Et j'ai encore les images claires dans ma tête. Je suis à New York et j'ai un manteau noir luisant, comme un sac poubelle noir, là, un manteau noir luisant. Je suis à New York, il pleut, puis je suis là-bas. Puis il me demande, est-ce que tout va bien? Oui. Est-ce que la Terre est encore là? Oui. Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'il y a... Non, tout est beau. Et je répète, je suis à New York, j'ai un manteau noir tout luisant, puis il mouille. Parfait. Ça, c'est ce que je garde en mémoire. C'est ce que je me rappelle, OK? Mais là, on oublie, hein? Avec le temps, là, cette séance d'hypnose-là, on l'oublie parce que c'est une expérience, etc. La vie passe. Au mois de décembre 1999, je suis avec un nouveau copain et ce nouveau copain-là me dit « Hey, qu'est-ce que t'en dirais si on allait jouer au golf à Myrtle Beach? » Ben, je fais, je joue au golf à Myrtle Beach, puis je dis, écoute, je dis, c'est Noël, j'ai des enfants, ma mère, sa fête, c'est le 28 décembre, etc. Il dit, écoute, je regarde s'il y a des vols, on va faire un in and out, on va aller jouer au golf. Appelle les aéroports, pas de vol, on peut pas y aller. Ben, il dit, on prend-tu l'auto? Ben, je dis, OK, on va prendre l'auto, mais écoute, faut être revenu, là, pour fêter avec les enfants. Fait qu'on part là-bas. Ça prend 2 jours monter là-bas. Et ça prend 18 heures monter là-bas. On s'en va là-bas, on joue 2-3 parties de golf, on reste là 2-3 jours et on revient. Et quand on revient, on est le 31 décembre, moi, tout ce que je pense dans ma tête, c'est qu'il faut qu'on soit revenu pour fêter le nouvel an avec les enfants, la famille, surtout qu'on célèbre les années 2000. Donc, on est en route, on revient, lui dort à côté de moi et on roule toute la nuit. On revient. Et là, quand on s'en vient sur la route des États-Unis, faut, je vais dire puncher, là, on remet un document à chaque boîte. Et là, ils regardent le temps que ça nous a pris. Puis là, ils sont capables de calculer à quelle vitesse on roule. Mais à chaque fois, on me dit Happy New Year. On me remet mon papier puis on me dit Happy New Year. Happy New Year. Bon, c'est beau, Happy New Year, je suis contente. Happy New Year aussi. Et là, à un moment donné, on arrive dans l'État de New York. Et oh mon Dieu, faut que j'aille aux toilettes. Je conduis depuis des heures. Et là, j'arrête mon véhicule dans le Rest Area, dans l'État de New York. Je débarque, c'est écrit New York en gros. Je marche, je regarde la terre, il mouille. Je regarde mon manteau. J'avais un manteau noir, luisant. 31 décembre 1999, je suis à New York, il mouille, j'ai ce manteau-là sur le dos. Croyez-le ou pas, je revirais de bord, j'ai même pas été aux toilettes. J'ai embarqué dans mon auto, puis j'ai flyé jusqu'à Montréal. J'étais tellement sous le choc. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait cette hypnose-là en 95, j'avais jamais été à New York de ma vie. Ça n'a jamais été dans mes plans d'aller passer le 31 décembre 99 ailleurs qu'avec ma famille. C'est pas moi qui ai décidé de sortir du pays à ce moment-là. C'est quelqu'un qui m'a amené, qui m'a dit « Viens, on va aller jouer au golf. » Je suis sortie et le 31 décembre 1999, j'étais effectivement à New York, habillée comme je l'avais dit. Il mouillait. Oui, je suis restée comme sidérée, malgré que je crois à ça.
mais oui. Est-ce que ça veut dire que dans notre subconscient, le futur est programmé? Bien, avec cette expérience-là, je vais dire oui. Mais comme je vais le dire souvent, les grandes lignes de notre vie sont programmées. Alors, je reviens à la question initiale. Pour connaître nos vies antérieures, oui, on peut le faire avec des régressions sous hypnose. Marilyn, moi, avec ma capacité de pouvoir lire dans l'énergie des gens, ça m'arrive quand je suis en rencontre avec les gens d'être capable de voir c'est quoi leur vie antérieure. Et je vous le dis comme ça. Je regarde la personne, j'ai juste besoin de me brancher dans ses énergies et je peux lui raconter un bout de sa vie antérieure. Et avant, je le faisais dans mes rencontres privées. Maintenant, vous le savez, j'ai pris une pause, mais je le fais encore dans mes soirées privilèges. J'en ai fait un chez Valérie il n'y a pas tellement longtemps. On était une dizaine de personnes et eux avaient pris la thématique de soirée privilèges sur les vies antérieures. Je suis arrivée là, j'ai répondu à toutes les questions qui avaient attrait aux vies antérieures. Et quand est venu le temps de leur donner des messages, au lieu de leur donner un message de personnes décédées, bien, je leur ai tout dit, chacune, qu'est-ce qu'elles avaient été dans leur vie antérieure. Et s'il y avait des liens aussi, s'ils s'étaient déjà connus dans d'autres vies. Soirée, là, vraiment unique, vraiment particulière. Mais en voyage aussi, je l'avais déjà fait. Isabelle, une de mes amies, me le revenait il y a 2 fins de semaine de ça. Te souviens-tu, Marilyn, pendant un des voyages, on était assis à la table et on était tous en train de dîner. C'était un voyage qu'on avait organisé, un voyage thématique. Puis à un moment donné, je me suis mis à voir Jean, puis je voyais des choses du passé par rapport à Jean. Fait que je me suis ouverte et là, j'ai commencé à dire des choses du passé par rapport à Jean, de vie antérieure, et j'ai fait toute la table qui était avec moi. Donc, quand on parlait de Mélinda, entre deux mondes, tantôt, oui, ça m'arrive quand je suis entourée d'amis, quand la situation s'y prête, parce que j'ai de mes amis qui vous diraient, ben non, Marilyn, elle nous dit jamais rien quand on est avec elle. Et c'est vrai, parce que quand je suis avec des amis, je veux être avec des amis. Mais il y a d'autres fois, là, quand mes antennes s'ouvrent, quand le sujet, il s'y prête, quand les gens, ils sont curieux. Moi, vous savez, je parlerais de mon métier 24 heures sur 24, je parlerais de ces affaires-là tout le temps. J'en mange. C'est pas compliqué, hein? Donc, quand vous me dites des fois, Marilyn, oh, tu sais, je suis tannante avec ma question. Non, je vous demande juste d'être patiente, par exemple, pour que je puisse bien vous répondre. Mais jamais vous allez me fatiguer de me poser des questions. Je sais que ça fatigue plus les autres parce que des fois, les gens me disent, oh, Marilyn, ça fait à peu près 15 fois que tu te fais poser cette question-là. Les gens, ils lisent pas. Mais c'est vrai un peu que les gens lisent pas. Mais c'est pas grave. Je vais répondre pour une 15e fois à la personne. Michel. Il y a Joanne qui voulait savoir, qui voulait que tu parles des âmes sœurs. OK. Joanne. Qu'est-ce qu'une âme sœur? Une âme sœur, c'est une personne avec laquelle on a déterminé avant de s'incarner ici sur le plan terrestre qu'on voulait vivre quelque chose ensemble. Et une âme sœur, c'est pas nécessairement un mari, une blonde, un chum, c'est pas amoureux, c'est pas forcément amoureux une âme sœur. Souvent, on va le voir là parce que c'est quelqu'un avec qui on avait dit, hey, sur Terre, on va se retrouver puis on va vivre ça ensemble, OK? Mais ça, là, des âmes sœurs, on peut retrouver ça à travers les amis, à travers la famille, à travers nos enfants, à travers notre belle famille. Dès qu'il y a une chimie entre deux personnes, puis qu'on a comme l'impression de se connaître depuis toujours, ça veut dire, voici 2 âmes sœurs. Ça veut dire qu'on s'est déjà connus dans une autre vie, on a prévu de se voir, de se rencontrer dans cette vie-ci parce qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle des âmes sœurs. Et on peut en avoir plus qu'une dans notre vie. Parce que quand on s'est incarné, on s'est pas incarné avec des œillères en disant, moi, je m'en viens vivre ma vie, puis je laisse faire les autres. Mais non, on a dit, est-ce que tu vas vouloir venir avec moi dans cette vie-ci? Vas-tu vouloir être mon enfant? Vas-tu vouloir être mon mari? On planifie des choses. Je vous ai dit tantôt, on planifiait des grandes lignes. Donc, une âme sœur, c'est une personne avec laquelle on avait planifié de venir vivre ici sur le plan terrestre. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on connecte parce qu'on connecte depuis l'au-delà, depuis tout ce temps-là. C'est ce qu'on appelle une âme sœur. Et je répète, on peut en avoir plus qu'une. Donc, si vous avez rencontré l'amour de votre vie, vous avez vécu 20 avec cette personne-là, mais au bout de 20 ans, vous êtes rendu ailleurs, vous vous séparez, est-ce que vous allez retrouver l'âme sœur? Mais oui, pourquoi pas?
Si vous avez prévu de vivre quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, vous allez retrouver une autre personne. Donc, effectivement, on peut avoir plus qu'une âme sœur. Je fais toujours la différence. En fait, je fais la différence. Il y a des gens qui me disent, Marie-Laine, est-ce qu'il y a une différence entre des flammes jumelles, des flammes cosmiques, des jumeaux cosmiques? Pour moi, je pense que c'est à peu près tous des noms qui veulent dire sensiblement la même chose, à moins que lorsqu'on parle de jumeaux cosmiques, on parle de quelqu'un qui vit souvent les mêmes affaires que nous au même moment que nous. Est-ce qu'on peut appeler ça des jumeaux cosmiques? Ben oui, mais ça revient à dire que pour moi, ça reste une âme sœur parce que si on regardait autour de nous, il peut y avoir plusieurs personnes qui vivent la même situation que nous, mais desquelles on est moins proche. Alors, est-ce que c'est parce que je suis plus proche de cette meilleure amie-là qui fait qu'on vit tout le temps les mêmes affaires en même temps, qu'on est des jumeaux cosmiques? Ben, je serais portée à dire c'est une âme sœur, tout simplement. Alors, des fois, l'être humain a besoin de mettre 56 noms sur 50 à peu près même chose, quand on pourrait dire souvent un mot pour un ensemble. Mais bon, ça, c'est l'être humain. Michel, est-ce que tu as vu autre chose? Une minute. Oh mon Dieu, j'ai plein de wow, de cool, de magistral. Je veux te voir. Joanne qui dit ça. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas si c'est parce que je parlais des vies antérieures. Je pense que c'est ça, hein? Oui, il y a des commentaires. Il y a eu des commentaires là-dessus. Ben, écoutez, c'est pas compliqué. Organisez-vous une soirée privilège. Quand vous organisez une soirée privilège, je suis 3 heures de temps à la maison chez vous. Vous allez tout avoir les détails sur mon site Internet, hein? Je suis 3 heures de temps à la maison chez vous, puis pendant tout ce 3 heures de temps-là, on fait comme ce soir. Donc, vous me posez des questions d'ordre général et dans la deuxième partie, soit je vous transmets des messages de vos défunts directement, puis tout le monde en a un. Si on est 10 personnes, tout le monde en a un. Ou soit on y va sous la forme d'une thématique, comme j'ai fait chez Valérie, on va faire la thématique des vies antérieures. Alors, toute la soirée, on va parler des vies antérieures. Je vais vous dire qu'est-ce que vous avez déjà été dans une autre vie. On peut faire une thématique aussi sur la numérologie. Ça, j'en fais beaucoup en janvier. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui les attend dans la prochaine année. On fait de la numérologie. On voit qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine année. Il y en a, la thématique, c'est les rêves. Alors, on va parler des rêves pendant toute la soirée. Puis, à chaque personne, on va interpréter un rêve, ça les dérange. Mais là, on va y aller vraiment dans le personnel au niveau de l'interprétation. Alors, ça, c'est pour les soirées thématiques. Vous avez tous les détails sur mon site Internet. OK. Qu'est-ce qu'on a dans le volet soirée privilège, bien entendu? Excuse-moi. Il y a Pauline Moffat qui te demande, est-ce que nous choisissons d'être jumelles? Est-ce que nous... Oh, ça, c'est une bonne question. Comment elle s'appelle, Christine? Pauline. OK. Pauline, savez-vous, j'ai dit en début de Facebook Live que quand j'ai pas la réponse aux questions, ben ça me fait plaisir de le dire parce que Marie-Laine, elle connaît pas tout. J'ai pas 100% la réponse à cette question-là parce que c'est une question que je me pose. Puis vous savez, c'est pas parce que j'ai des contacts directs avec des guides, des anges gardiens, avec des gens qui sont décédés que j'ai systématiquement réponse à tout ce que je leur demande. Des fois, ça prend du temps avant qu'ils viennent me répondre. Est-ce que la question que je me pose, est-ce qu'on choisit de venir au monde ensemble en tant que jumelles? Oui, parce que on peut le choisir comme une âme sœur. C'est-à-dire que si cette âme-là est réellement une âme, une entité complètement à part, et moi, je suis une entité complètement à part, on décide de venir au monde ensemble, puis on se réincarne ensemble. À ce moment-là, c'est une âme sœur parce qu'on a choisi de venir vivre des choses ensemble. Maintenant, la question que je me pose, Pauline, encore aujourd'hui, je sais qu'une âme, c'est pas quelque chose qui est concret qu'on touche, OK? Une âme, c'est pas comme un concombre qu'on coupe des parties puis qu'on peut toutes séparer les parties. Une âme, c'est de l'énergie. La question que je me pose, c'est quand on a affaire à des jumeaux identiques, est-ce que c'est une âme qui s'est séparée en deux pour venir vivre deux vies, de venir vivre sur la Terre en deux vies simultanées, mais que c'est la même âme? Ça, j'ai pas la réponse encore, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que deux jumeaux qui ne sont pas identiques seraient la même chose? Pour moi, non. Je me pose la question vraiment à des jumeaux qui sont identiques. Les jumeaux qui ne sont pas identiques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la même enveloppe, dans le même placenta, je vais dire ça comme ça.
Ça peut être complètement deux âmes qui décident de venir vivre au monde. Parfois, ils ont des karmas ensemble aussi, mais ça m'est déjà arrivé de voir deux âmes qui étaient trop pressés de venir, puis la maman, elle avait comme deux enfants, deux fœtus dans son ventre, les deux âmes qui se connaissaient pas ont décidé de venir au monde. J'ai déjà vu ça. C'est rare, mais j'ai déjà vu ça. Habituellement, les jumeaux qui décident de venir au monde ensemble, bien, ils ont déjà une familiarité ensemble, ce qu'on appelle des âmes sœurs. Le monde t'observe beaucoup, hein? Il y a Claire Veilleux qui dit, tu as regardé à gauche et tu as dit, ah, c'est drôle ça. Oui, parce que j'ai parlé d'un polémile tantôt. Ça, qui... dit, là, tu as dit, je vais revenir là-dessus, c'était quoi? Oui. Je vais revenir, ça fait partie des messages que j'ai canalisés avant le début du Facebook Live ce soir. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais pour ceux qui me suivent, pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence, pour ceux qui m'ont déjà vu donner des messages en direct, vous avez remarqué que je regarde très rarement la personne à qui je suis en train de donner le message, que je pars, je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche, je vais regarder ailleurs, je vais fixer quelque chose, puis dans le fond, je ne sais même pas qu'est-ce que je fixe parce que je suis plus là. Je suis là avec vous, mais je suis plus là dans le sens où je suis dans un autre monde, je suis dans un monde parallèle. Et quand je vous disais tantôt que Michel, quand on était à la salle de spectacle, puis il m'a regardé, puis il m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu vois encore? » C'est parce qu'il voit mon visage changer. Puis on me dit, moi je m'observe pas là, mais on me dit que mon visage change quand je transmets des messages ou quand je vois des choses qui sont dans une autre dimension que la nôtre. Effectivement. Vas-y. Mon site web, marilencoulombe.com. Donc, c'est pas compliqué, hein? marilencoulombe.com, Marilène, M-A-R-Y-L-E-N-E, marilencoulombe.com. Vous allez dans la section soirée privilèges. Vous allez voir, il y a un formulaire. Envoyez-moi un formulaire, je vais vous répondre par courriel. Puis on va pouvoir regarder une date ensemble. Je fais des soirées privilèges pour ceux qui se le demandent. J'en fais à la grandeur de la province du Québec. Donc, ce qui va varier, c'est le nombre de personnes, bien sûr, parce qu'il y a des fois où ça va me prendre 2 jours. Donc, je vais prendre une journée, je vais faire ma soirée privilège. On est obligé de dormir à l'extérieur pour revenir le lendemain. Alors, je ne vais pas demander plus cher à ces moments-là, mais je vais demander un nombre de personnes un petit peu plus important. Alors, je vous le dis, je fais la province du Québec au complet. Vous allez aller voir sur mon site Internet, vous allez voir à tant de kilomètres combien ça vous prend de personnes. Vous allez voir les tarifs, vous allez voir tout ça. Vous êtes fin, vous m'envoyez plein de cœurs, plein de beaux mots, plein de... Wow! Je suis contente. Ah, j'en ai une. Marie-Claude, votre avis sur les sorties astrales. Marie-Claude, j'aime la manière que vous posez la question parce que lorsque vous parlez de sorties astrales, j'imagine que vous parlez de sorties astrales conscientes. Donc, souvent, ce que les gens appellent des voyages astrales. Mais qu'est-ce que c'est une sortie astrale? Qu'est-ce que c'est un voyage astral? Mais c'est tout simplement que notre âme va sortir de notre corps physique pour aller voyager dans les autres dimensions. Quand on le fait de manière contrôlée et de manière consciente, c'est-à-dire que un après-midi, vous mettez une musique de détente, vous vous couchez sur le divan et là, vous vous concentrez, puis vous fixez un point blanc au loin, puis vous approchez le point, ça c'est une méthode, et vous sortez de votre corps, vous pouvez vous sentir sortir de votre corps et vous pouvez vous voir. Hein. Souvent, les gens qui vont parler de cette expérience-là vont dire « je me voyais coucher dans mon lit » ou « je me voyais coucher sur le divan » et là, je suis sortie, puis je suis allée chez telle personne ou je suis allée faire telle chose. Et tout ça de manière contrôlée et de manière consciente. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les sorties astrales ou certains appellent ça des voyages astrales. Mais en réalité, les voyages astrales, on fait ça à toutes les nuits. Parce qu'à toutes les nuits, on fait des sorties astrales. À toutes les nuits, notre âme sort de notre corps physique puis elle va voyager. La seule différence qu'on va appeler ici, la seule différence, c'est qu'on n'en a pas conscience. À la différence d'un voyage astral ou d'une sortie astrale où on a conscience de ce qui se passe, puis où souvent on va le contrôler. On appelle ça aussi des rêves lucides. Une sortie astrale, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter ce soir. Sûrement que ça vous est déjà arrivé. Pour bien comprendre le phénomène, souvenez-vous d'une fois où est-ce que vous étiez sur le point de vous endormir et qu'au moment où vous étiez « Ah, je m'endors », boum, vous avez l'impression que vous tombez en bas du lit ou tombez en bas des marches, tombez en bas d'un immeuble. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que votre âme, au moment où vous allez vous coucher,
hein, votre corps physique, votre âme, au moment où vous vous endormez, l'âme attend que votre corps physique soit complètement endormi pour pouvoir s'échapper du corps physique, puis aller rêver, aller se promener jusqu'à temps qu'elle revienne dans le corps physique. Mais il y a des fois où notre corps physique, notre mental, il s'est pas bien endormi, il est pas parti encore dans le sommeil, que l'âme, elle veut déjà sortir. Alors l'âme, elle commence à sortir, mais la sensation, le corps physique puis le mental n'aiment pas ça. Donc, ils font un sursaut, boum, l'âme va rentrer dans votre corps physique. Donc, quand vous faites un step comme ça, là, ben, c'est que vous étiez en train de faire une sortie de corps, vous étiez en train de faire un voyage astral, mais pas contrôlé. Et je vous dis, là, ce soir, s'il y en a qui sont capables de faire des voyages astrales, de faire des sorties astrales contrôlées, vous êtes bien chanceux parce que c'est donc quelque chose que j'aimerais faire moi, mais malheureusement, j'y suis pas arrivée encore. OK, je vois une question. Oups. Moi, je vois juste les mêmes questions. Les mêmes questions. Ah, attends un petit peu. J'ai beau redémarrer ma page, ouais, c'était des questions encore du début que je vois. OK, bouge pas, je vais essayer. Je n'ai vu une passer, là. Bon, j'ai Diane qui dit, Marilyn, concrètement, c'est quoi la différence entre les grandes lignes décidées avant de s'incarner et les petits détours? Diane, les grandes lignes peuvent être, par exemple, je choisis de venir vivre sur le plan terrestre. Bon, je vais parler pour moi. Je vais choisir de venir vivre sur le plan terrestre, d'être le communicateur entre le monde parallèle puis les gens vivants. Ben, toute ma vie, à chaque fois, je vous le dis, Diana, à chaque fois que j'ai essayé de sortir un pas de cette mission de vie-là, la vie m'a ramené. Il y a d'autres personnes qui vont choisir de venir sur Terre, d'être, ils pourraient décider d'être comme moi, un médium, mais qu'à un moment donné, ils vont prendre des petites lignes puis des chemins, puis ils vont les faire, ces petites lignes-là. Puis l'ange gardien va les laisser aller dans les petits détours et tout ça, parce que dans la réalité, bon, qu'ils soient là ou qu'ils soient ici, ça n'a pas vraiment d'importance dans leur mission de vie, pourvu qu'ils fassent leur mieux. Mais les personnes, là, le chemin est très droit, puis ils peuvent pas sortir de ce chemin-là. Des fois, dans les grandes lignes qu'on va avoir choisi de venir faire sur Terre, on peut avoir choisi d'être une mère, on peut avoir choisi d'être parent. Ça, c'est des grandes lignes qu'on peut choisir. Puis des fois, c'est des petits détours, hein, parce qu'on peut décider de se faire avorter. Alors ça, c'est des petits détours qu'on va prendre. On a toujours notre libre arbitre. On peut choisir d'être marié. On peut choisir de vivre seul. Ceux-là qui sont derrière leur écran et qui disent « Ah, je suis encore tout seul. Voyons, je suis pas capable de me trouver un conjoint. » Bien, peut-être parce que dans la vraie vie, dans votre incarnation, vous avez choisi de venir vivre toute seule ici sur le plan terrestre. Vous avez peut-être choisi de venir apprendre qu'est-ce que c'est la solitude. Vous avez peut-être décidé d'apprendre à vous débrouiller par vous-même. Ça se peut. Tout comme ceux qui désespèrent avoir un enfant puis qui en ont pas, mais peut-être que dans votre chemin de vie, il n'y avait pas d'enfant de prévu. Vous n'aviez pas prévu d'enfant. Donc, ça peut être des grandes lignes. Mais comme je disais tantôt, les grandes lignes nous amènent à un point où on doit faire notre mission de vie. Alors, des fois, les petits chemins ici, là, de côté, là, notre ange gardien va nous ramener. Des fois, il y en a qui prennent vraiment des petits détours, puis c'est correct aussi. Il y a des gens, les gens, par exemple, qui sont complètement à côté de leur chemin de vie, sont les gens qui se disent souvent « Oh mon Dieu, moi j'ai juste des malheurs, je suis juste malchanceux, moi je gagne jamais rien, moi je suis jamais invité, moi j'ai jamais rien. » Mais souvent, ces personnes-là, et si vous vous reconnaissez ce soir-là, ces personnes-là, c'est que vous n'êtes pas sur le X de votre vie. Ça veut dire que si vous êtes dans le petit chemin en parallèle, fait que c'est bien sûr que tout ce qui est beau vous arrive pas parce que vous marchez dans le petit chemin parallèle à côté. Alors, votre ange, lui, il veut vous ramener dans le chemin au centre. Mais des fois, vous êtes rébarbatif au changement. Vous les voulez pas, les changements. Ah, oh mon Dieu, ça coûte cher vivre ici, là. Oh mon Dieu, ça me coûte... Ben, vous voulez une anecdote? Mais là, elle n'est pas spirituelle, mais pas pantoute. On s'en va à Montréal. On veut acheter un immeuble. Et l'immeuble qu'on veut acheter, on l'achète en famille, puis c'est bien entendu, l'immeuble qu'on va acheter, premièrement, les propriétaires n'habitent pas à l'intérieur, c'est tous des locataires. Donc, la personne du rez-de-chaussée, elle s'attend bien sûr qu'au moment où est-ce que la maison va se vendre, que son logement va être pris, c'est normal. Et effectivement. Donc, on rentre dans ce simplex-là.
on commence à visiter, puis oui, ça fait notre affaire. Mais tout le long qu'on visite le premier, la dame avec qui on est, elle n'arrête pas de dire « oh, le propriétaire n'a pas arrangé ça. Oh, ça fait dur. Oh, ça, c'est sur le point de tomber. Et là, quand elle arrive, puis qu'elle me dit que la facture du mazout, la facture d'électricité, mon Dieu, que ça n'a pas d'allure, comment ça coûte cher, je me suis revirée, je l'ai regardée, je me dis « Mais madame, pourquoi vous restez encore ici? Depuis tantôt, vous chialez sur tout. Pourquoi vous restez encore ici? » La madame est restée comme figée. Mais je sais qu'en quelque part, elle en mettait parce qu'elle ne voulait pas perdre son logement. C'était pas fin pour le propriétaire qui essayait de vendre. Mais nous autres, on a passé par-dessus et on l'a acheté pareil, cet immeuble-là. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous reconnaissez ce soir, quand vous dites, par exemple, que vous habitez dans un endroit puis vous n'êtes pas heureux puis vous n'êtes pas bien puis, ben mon Dieu, vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer de vivre ça ou vous avez le choix de sortir de cette maison-là. Puis je vous dis pas que ça va être facile. Oh non, 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 je dis pas que ça va être facile. Mais commencez par mettre la maison en vente. Ou si vous êtes locataire, mon Dieu, 1er juillet, cherchez-vous quelque chose d'autre. Alors les gens souvent qui vont dire qu'ils sont malchanceux, que tout leur arrive, etc., s'il vous plaît, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie. Vous êtes dans les petits chemins de pente parallèles. Puis écoutez votre ange qui essaye de vous ramener dans le bon chemin. OK? OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Michel, as-tu été capable de voir des questions passées? J'ai des questions qui n'ont pas été posées. Là. Il y a Lynn Mancé qui veut savoir c'est quoi une vieille âme? C'est quoi une vieille âme, Lynn? C'est une âme, c'est une personne qui a vécu plusieurs vies. Alors, quand on dit d'une personne, mon Dieu, que c'est une vieille âme, souvent, c'est que cette personne-là, elle est sage. Sage, elle est plus patiente, elle est plus persévérante, elle s'emporte moins. Quand on dit patiente aussi, elle est très spirituelle. Elle va expliquer des choses pour la 20e fois. Ça, c'est ce qu'on appelle une vieille âme. Souvent, on va regarder un jeune enfant et on va dire, mon Dieu, qu'il y a une vieille âme. Parce que l'enfant, là, il nous regarde, là, puis il nous parle avec ses yeux. Il nous dit des choses avec ses yeux. Puis là, il nous regarde, là, puis il voit toutes sortes de choses. Il faut se dire aussi que les enfants, ils arrivent de l'univers parallèle. Donc, s'ils ont une vieille âme, ça veut dire qu'ils sont assez ouverts, ça veut dire qu'ils comprennent beaucoup de choses. Alors, une vieille âme, c'est une personne qui a plusieurs vies de vécu. Et là, croyez pas au fait qu'on a une vie, OK? Ça, apparemment, c'est les chats, mais même encore là, je croirais même pas que c'est les chats. Mais non, on n'a pas un nombre de vies calculé. Ça dépend du temps qu'on prend pour faire notre vie. Ça dépend aussi du temps qu'on a pour comprendre puis évoluer sur le plan terrestre. Parce que quand on choisit de venir vivre une mission de vie sur le plan terrestre, c'est qu'on a des choses terrestres à vivre. Michel, as-tu eu quelque chose d'autre? C'est les mêmes questions encore que je vois qui reviennent. C'est encore dans le même... bon, bouge pas, je vais essayer de voir. Diane Côté, est-ce vrai que quand ça arrive de se sentir tomber dans le vide, si on ne se réveille pas, ça veut dire qu'on meurt? Diane. Non, c'est pas vrai. OK, je vais répondre à votre question. Non, c'est pas vrai que si on se sent tomber dans le vide puis on se réveille pas, ça veut pas dire qu'on meurt. Ça veut dire que l'âme, là, regardez, je vais reprendre mon exemple, OK? L'âme, elle va sortir du corps physique puis elle va s'envoler. Si on a la sensation de retomber dans le vide parce que notre âme est retombée dans notre corps physique, mais on se réveille pas. Ça veut dire que l'âme est repartie aussi vite. Non, c'est pas forcément que si on se réveille pas, c'est parce qu'on va mourir. Maintenant, est-ce qu'on peut mourir en dormant? Oui. Est-ce qu'une âme peut faire le choix pendant son sommeil de ne plus revenir? Oui. Deux choses. La première, il y a parfois, c'est considéré comme un suicide. Dans un deuxième temps, mourir quand on dort, ça peut être aussi notre mission de vie, elle est faite. Puis une fois qu'on est on a retrouvé notre âme, on s'est retrouvé en tant qu'âme, on est de l'autre côté, on comprend que tout a été fait. Et oui, on peut décider de ne pas revenir ici. Dans la réalité, quand on peut décider, c'est que le choix est pratiquement fait, là. On ne revient plus ici parce que notre mission de vie, elle est terminée. Mais j'ai déjà vu par expérience des gens qui ont choisi pendant leur sommeil de ne pas revenir, donc qui ont fait un choix, pareil comme sur le plan terrestre où le libre arbitre humain va choisir. Là, vous allez me dire, oui, mais Marilyn, il n'y a pas de libre arbitre humain. Quand on est une âme qui on sort de notre corps et on est dans un monde parallèle, c'est vrai qu'on a retrouvé notre âme. Mais on a la partie mentale qui est encore avec, qui est encore très, très proche, qui est encore très importante. OK?
Donc, oui, on peut choisir, malheureusement, de ne pas revenir. OK. Ensuite, Mireille qui me dit, moi j'ai déjà vu mon troisième œil, une thérapeute m'a dit que j'avais un don de guérison. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a-tu rapport avec mon âme? Je peux pas répondre directement pour vous à dire oui, vous avez un don. Et vous savez, là, ce soir, peut-être que je vais peut-être faire brasser un peu le Facebook Live, là, mais j'ai beaucoup de misère, moi, avec les thérapeutes, les médiums, les clairvoyants, appelez-moi tout ça comme vous voulez, là. J'ai de la misère avec ces gens-là qui vont avoir un client en avant d'eux puis qui vont leur dire « Ah, toi, tu as des dons, puis quand tu vas décider, là, tu vas pouvoir ouvrir ça. » Oui, mais quel don j'ai? Ah, tu vas le trouver par toi-même. La personne, elle sort du bureau de cet intervenant-là, elle s'en va à la maison et là, elle cherche. Bon, j'ai des dons, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, etc. Je trouve ça un petit peu dérangeant. Okay? Si vous sentez que la personne en avant de vous, elle a des capacités, là, pouvez-vous l'aider, s'il vous plaît, à le développer? Si vous sentez là qu'elle voit des choses puis qu'elle pourrait communiquer avec l'au-delà, pouvez-vous lui dire puis lui enseigner ou lui montrer ou lui donner des pistes? Parce que malheureusement, je connais des personnes, et là, c'est vrai ce que je vous dis là, je connais des personnes qui sont sorties d'un bureau de médium, qui s'étaient fait dire qu'il y avait des dons de clairvoyance, qui se sont fait des cartes d'affaires puis qui ont commencé à tirer aux cartes. La personne, elle n'avait pas d'expérience. La personne, elle n'avait pas de don comme tel, mais parce qu'elle s'était fait dire ça, elle lui a cru. Puis attention, là, avoir des dons, là, c'est une particularité. Particularité, je m'explique. Si dans votre vie, vous avez eu 2-3 rêves prémonitoires, 2-3 prémonitions, puis vous avez une bonne intuition, ça suffit pas pour dire qu'on a un don puis s'ouvrir un bureau pour faire de la consultation avec les gens. Les gens qui sont en face de nous quand on fait de la consultation, là, ils sont fragiles. Ils nous croient. Donc, il faut tellement être, quand on a ce poste-là, c'est hyper important. Alors, quand vous pensez que vous avez un don, la première chose à faire, c'est de noter vos expériences. Parce que je vous le dis, on a tous de l'intuition, on est tous capables de faire de la télépathie, on est tous capables de vivre parfois des petites communications, des petits phénomènes paranormaux. Tout le monde est capable de faire ça. Qu'est-ce qui va faire que c'est vraiment un don? C'est quand vous avez plusieurs expériences concluantes. Donc, si vous faites les cartes à quelqu'un et ce que vous dites en grosse partie, en majeure partie, ça arrive, on le fait une deuxième fois, on le fait une troisième fois, on le fait une 20e fois et ça a encore de l'allure, ah, là, on peut dire qu'on a un don. On peut dire qu'on a une capacité. On a la capacité de lire les énergies. On a la capacité de voir le futur. On a des capacités. Les guérisseurs, même chose. Si vous enlevez un mal de tête à une personne, dites pas, je suis un guérisseur. On est tous capables de faire ça au point de vue des énergies. Mais si c'est plusieurs personnes que vous rencontrez, que vous arrêtez le sang, que vous y enlevez son mal de dos, que vous y enlevez son mal d'oreille, que vous y enlevez son... Ben là, à ce moment-là, oui, vous pouvez dire que vous avez cette capacité-là. Troisième œil, souvent on parle du troisième œil. C'est quoi le troisième œil? Le troisième œil, on parle souvent ici au niveau du front, hein, qui est lié à des chakras, qui est lié à des centres d'énergie et tout ça. Moi, je vais vous expliquer ma symbolique du troisième œil. Le troisième œil, j'ai expliqué, je pense que c'est dans le dernier Facebook Live où je disais que notre intuition, le siège de notre intuition est au niveau de notre plexus solaire. Donc, dans notre plexus solaire, les images vont se former, les ressentis vont se former et ça va monter à travers le canal d'intuition. Donc, c'est comme si on avait un canal ici et ça va monter dans l'intérieur de nous puis ça va se rendre jusqu'ici au niveau de notre troisième œil. Puis au niveau de notre troisième œil, on va décider de soit traiter l'information qu'on vient de recevoir avec notre côté droit, qui est le côté des émotions, qui est le côté de l'intuition, qui est le côté de tout ce qui peut être psychique, justement, ou on va le traiter avec notre côté gauche, qui est celui qui est le plus mental, qui est le plus rationnel. Alors, si je reçois l'information puis que je me dis « Ah ben non, je peux pas pour dire ça », ça, je suis en train de le traiter avec le côté gauche. Si je reçois l'image puis que j'ai « Ah, c'est tombé trop, hey, ça se peut-tu telle chose? » Oui, ah, je l'avais. Ça, là, la révélation est au niveau du troisième œil. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du troisième œil? C'est ce qui est remonté à l'intérieur du subconscient, dans le canal du subconscient. OK, Cathy Hébert.
Est-ce que tu donnes parfois des messages ici? C'est ma première fois ici grâce à des amis. Mais premièrement, Cathy Hébert, bienvenue. Merci à vos amis de vous avoir parlé du Facebook Live. Cathy, oui, ça m'arrive de canaliser des messages. Je les fais toujours à la fin de mon Facebook Live, OK? Donc, c'est pas tous les Facebook Live, mais de manière régulière depuis quelques semaines, oui, j'en fais. J'en fais pour aider les défunts dans un premier temps, puis aider les personnes qui regardent le Facebook Live et qui voudraient donc recevoir des nouvelles de ceux qui sont décédés. Mais Cathy, comme je le dis toujours, je canalise 30 minutes avant de faire mon Facebook Live. Je canalise jamais des personnes qui m'ont envoyé des photos. Fait que les gens, envoyez-moi pas des photos. Dites pas, moi, je veux un message de mon père. C'est pas comme ça que je procède du tout. Sinon, je finirais plus. Je le fais vraiment, je me prépare, je canalise les messages de ceux qui sont là et aussitôt que j'ouvre mes antennes, pouf, ça arrive tout, ils veulent tous parler en même temps. J'en prends 2, 3, je canalise les messages et à la fin du Facebook Live, je vais donner les messages. C'est bon, Cathy? Puis je vous invite à revenir, Cathy, parce que, comme je vous ai dit, je fais ça assez régulièrement, mais j'ai dit le dernier Facebook Live, je veux pas que ça soit acquis. C'est cadeau que je vous fais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? OK, toi, ça a arrêté. Toi, Amon, ça marche pas. OK, j'en prends peut-être une petite dernière. Moi, j'en ai une ici, là. Est-ce qu'on pourrait être un ange sur Terre? C'est Louiselle qui te demande ça. Louiselle, est-ce qu'on peut être un ange sur Terre? Oui, moi. Oui, toi? Ah oui, toi, t'es mon ange à moi. Mais les gens me disent souvent que je suis un ange terrestre. D'ailleurs, ce compliment-là revient souvent, puis je vous remercie, puis je le prends énormément. Est-ce que je suis un ange terrestre pour autant? Ben, si on qualifie quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui a le don de soi, quelqu'un qui fait attention aux autres, quelqu'un qui est poli, qui est bien élevé, on peut tous appeler ça des anges, c'est vrai. Mais je vais faire quand même une parenthèse parce que les anges sont une catégorie d'êtres complètement à part. Les humains, qui sommes des âmes, sont une autre catégorie complètement à part, comme les animaux. Donc, c'est toutes des catégories. Les animaux, c'est une catégorie. Les humains, on devient des âmes. Les anges sont toujours des anges. Les anges sont jamais des êtres qui ont vécu ici sur le plan terrestre. Les anges, c'est des sphères de lumière. Ils n'ont jamais eu de corps physique. Mais, est-ce qu'un ange, le temps d'une courte mission, peuvent se réincarner dans un corps humain? Oui, c'est possible. Mais le temps d'une mission, le temps d'un petit bout de chemin à faire pour quelqu'un qui est vivant, d'une circonstance ou d'une autre, parce que ça dépend à chaque fois des situations. Mais est-ce que sinon, il y a des anges sur Terre? Non, il n'y a pas d'anges sur Terre. Il y a des personnes qui sont excessivement gentilles, excessivement bien, mais il n'y a pas d'anges réellement sur Terre. Les anges sont vraiment tous dans un monde parallèle. Exceptionnellement, des fois, vont revêtir le corps humain pour une situation bien précise, mais sinon, ça s'arrête là. Et parlant d'anges, hein? Ah oui, il faut que je vous dise ça, parce que probablement que j'en ai beaucoup sur mon Facebook Live ce soir qui sont au courant, mais depuis hier matin, j'ai lancé une série de 3 vidéos complètement gratuites qui justement nous parlent de notre ange gardien. Je suis certaine, j'ai pas vu les questions passer ce soir parce que comme Michel dit, ça allait beaucoup trop vite. Je suis certaine que vous vous demandez, c'est qui votre ange gardien? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? On parlait de mission de vie ce soir. Tout ça, je vous ai fait 3 belles vidéos, 3 capsules vidéo qui durent quand même un certain temps où je vous explique tout ça. Il y a des surprises à travers les capsules vidéo. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller commander votre vidéo, la première vidéo gratuite. Vous allez sur messagedevotrangegardien.com. Je vous ai mis le lien là dans le Facebook Live de ce soir. Là, vous avez le lien. Vous allez messagedevotrangegardien.com et vous allez avoir accès à 3 vidéos complètement gratuites où là, je vous parle de votre ange gardien. Je vous explique c'est qui, hein? C'est quoi la différence entre l'ange gardien, les guides, les défunts, tout ça. Et vous allez recevoir ces vidéos-là tout au long de la semaine. Et question de faire en sorte qu'on continue la conversation. À la fin de la première vidéo, je vous demande, est-ce que vous l'avez déjà rencontré, votre ange gardien? Alors, allez voir ça. Messagedevotrangegardien.com. C'est vraiment
J'ai fait ces capsules-là là, pour vous. Vous étiez nombreux à me poser les questions, mais j'ai décidé de faire ça pour vous. Encore une fois, un beau cadeau de ma part. Maintenant, avant de passer au message des défunts, parce que je sais qu'on attend après ça, hein, souvent à la fin du Facebook Live. Dans un premier temps, merci d'avoir passé la soirée avec moi. Si ça fait pas si longtemps que vous vous êtes joints à moi, je veux vous dire que tous les Facebook Live que j'ai faits, je les laisse toujours sur ma page publique et vous allez voir dans la section à gauche de la page Marilyn Coulombe Médium, dans la section à gauche, il y a une section qui s'appelle vidéo. Allez sur la vidéo, allez cliquer sur vidéo, vous allez voir tous les Facebook Live que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, les rêves, les personnes qui s'enlèvent la vie, les bébés, hein, les bébés qu'on perd malheureusement, les dons, on parlait des dons tantôt, j'ai déjà fait un Facebook Live sur les dons. C'est pas dit que j'en referai pas d'autres parce que il y a toujours du nouveau monde qui se joint à mes Facebook Live. Donc, mais vous allez pouvoir toutes voir les vidéos. Les capsules vidéo gratuites, j'en ai parlé. Les conférences, je m'en vais à Matane la semaine prochaine pour faire une soirée spéciale message. Je pense qu'il restait une dizaine de billets, c'est tout. Ensuite, je m'en vais faire ma tournée sur la Côte-Nord. Et là, écoutez-moi bien, gens de la Côte-Nord. Vous avez été quelques-uns à répondre à l'appel, mais moins nombreux que d'habitude. Donc, je ne sais pas si c'est parce que l'information n'a pas circulé, mais c'est sûr et certain que Jean de la Côte-Nord, si vous voulez me voir encore dans votre région, venez à ma conférence, écrivez-moi, réservez vos places, achetez vos billets. Je vais être à Bécomo, je vais être à Port-Cartier, je vais être à Forestville, je vais être à Sept-Îles aussi. Ensuite, je m'en vais du côté de Chicoutimi et du côté de Roberval. C'est le temps d'acheter vos billets. Pour mes prochaines villes, s'il vous plaît, demandez-les pas tout de suite. Je suis en train de planifier le calendrier pour cet automne. Lorsque le calendrier va sortir, je vais mettre ça sur ma page événements sur mon site internet marilyncoulombe.com. Je commence à être un petit peu fatiguée. La madame, elle commence à être un peu fatiguée. Hein? C'est un grand Facebook Live ce soir. J'y vais avec les messages que j'ai canalisés. Et pour répondre à la dame tantôt qui disait que j'avais regardé à gauche quand j'ai parlé de Paul-Émile, c'est parce que juste avant le Facebook Live, j'ai canalisé un message d'un dénommé Paul-Émile. Donc, encore une fois, écoutez bien le message. Si vous pensez qu'il s'adresse à une personne que vous connaissez, s'il vous plaît, transférez-lui le Facebook Live de ce soir afin qu'elle reçoive le message. Faites ça pour les défunts. Si vous avez l'impression que le message s'adresse à vous, mais que la personne ne s'appelle pas Paul-Émile, c'est pas grave, prenez-le le message. Parce qu'à travers les messages que je livre fois après fois, il y a toujours des défunts qui sont autour de vous, qui vous tapent sur l'épaule et qui vous disent « Écoute là, écoute parce qu'à travers les mots qu'ils sont en train de dire, c'est ça que j'aimerais que tu entendes, c'est ça que j'aimerais te dire. » Donc, soyez ouverts si vous avez des frissons, si vous avez des larmes qui vous montent aux yeux, si vous vous sentez bizarre, comique, ben c'est peut-être parce que justement, il y a un défunt qui est près de vous puis qui veut que vous entendiez les paroles qui vont suivre. Alors, j'ai canalisé Paul-Émile avant mon Facebook Live. Paul-Émile dit « Qu'est-ce que je donnerais pas pour être avec toi, avec vous autres? Je sais que tu comptes les heures depuis mon départ, mais je ne veux pas te voir tout de suite avec moi. En attendant, c'est merveilleux ici. C'est pas tout à fait le paradis, mais c'est merveilleux, ça lui ressemble. Comme j'aimerais tous vous avoir à mes côtés pour vous montrer tout ça. Oui, je m'ennuie. Je m'ennuie de mes outils, c'est vrai. » Et là, Paul-Émile s'est mis à rire. « Mais de toute façon, ici, il me servirait à rien. Dépêche-toi d'aller dormir pour que je puisse te rejoindre. » Donc, message de Paul-Émile. Ensuite, il y a une femme qui est arrivée presque en courant. Quand je vous dis là, que j'ouvre mes antennes puis je dis aux gens, bon, ben OK, là, si vous avez des messages, c'est le temps. Oh mon Dieu, cette madame-là, je pense qu'elle a poussé tout le monde. Elle voulait passer, elle. Elle voulait donner son message. Donc, j'ai pas de nom. Elle m'a pas donné de nom. Tout ce que j'avais, c'était une femme énervée, énergique et qui avait un message à donner. Eh bien oui, j'ai réussi. J'ai réussi à parler comme tu me l'as demandé.
Tu m'as tellement bien décrit le chemin pour me rendre jusqu'à elle. Merci pour tes prières. Merci pour tes chandelles. Elles me font un bien énorme. Ma vie ici est tranquille entre la musique et les sons. Je complète ma guérison qui n'est pas de tout repos. Le chat. Ce satané chat qui m'observe, l'air de me dire « Qu'est-ce que tu fais ici? » On est devenus amis car c'est bien le seul qui puisse me voir chez toi. Alors, message d'une femme s'apprêtait. Le troisième message, le dernier message que j'ai canalisé ce soir est un petit peu particulier. Je pense que j'aurais jasé un peu plus longtemps avec ce défunt-là si en quelque part, si j'avais pu, si j'avais osé ici. Alors, message d'un jeune homme décédé depuis longtemps. À l'époque où on se fréquentait, toi puis moi, c'était bien plus simple que ça paraît maintenant. Tu te souviens, on se retrouvait à la salle de danse pour aller danser, surtout sur du Elvis Presley. C'était une belle période de ma vie. Un soir, je suis disparue. On ne m'a jamais retrouvée. Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais tu n'as plus eu de mes nouvelles. J'avais beau essayer de t'expliquer, tu ne m'entendais pas. Je sais que tu penses encore à moi maintenant et que tu te demandes toujours pourquoi je ne suis pas revenue. Je t'ai blessé sans le vouloir, je suis désolée, me pardonnes-tu? Quand je vous dis que j'aurais peut-être jasé un peu plus davantage de ce que j'ai compris de ce monsieur-là, c'est vraiment un jeune homme qui à l'époque a été porté disparu et qui avait l'habitude, j'imagine, tous les vendredis ou les samedis soirs, d'aller dans cette salle de danse-là, retrouver cette personne-là qui devait être une femme, bien sûr. Et je pense qu'il y avait de l'amour qui se passait entre ces deux-là. Mais ce monsieur-là, il ne sait pas pourquoi il a disparu. Il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec lui, mais il a été porté disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. Lui, on ne l'a jamais retrouvé. La jeune femme en question, semaine après semaine, elle est retournée à la salle de danse, de le revoir, puis en espérant. Mais lui étant décédé, il voyait cette femme-là faire ça. Alors, il essayait de lui dire de ne pas retourner là, de pas l'attendre, qu'il aurait pu la rejoindre. Il essayait de lui dire ça. Et je vous dirais là, je pense que je le ressens jusqu'à ce soir qu'il essaye de dire à cette femme-là que non, il ne retournera plus. Hein, il faut savoir que le temps n'existe pas dans un monde parallèle. Alors lui, j'ai comme l'impression qu'il essaye encore de dire à cette personne-là, attends-moi pas, je ne reviendrai pas. Alors, madame qui écoutez ou des personnes qui écoutez, si vous vous sentez interpellé par cette histoire-là, je pense que ça ferait donc un bien immense à ce jeune homme-là que vous lui disiez qu'enfin vous avez compris qu'il peut être en paix pour qu'il puisse continuer son chemin et qu'un jour, de l'autre côté, vous allez pouvoir vous retrouver puis il va pouvoir tout vous expliquer en bien cette histoire-là. Alors, c'est ce qui complète mon Facebook Live pour moi ce soir. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées. Encore une fois, surtout si vous aviez des questions sur votre ange gardien ce soir, allez télécharger mes 3 vidéos gratuites tout de suite. OK? Vous allez pouvoir les écouter, les garder dans votre ordinateur, les écouter tant aussi souvent que vous allez vouloir. Mais allez vous inscrire, allez demander mes 3 vidéos gratuites. Quant à moi, je vous le dis, on se voit habituellement tous les mardis soirs 20h. Je fais relâche les 2 prochains mardis. Donc, mardi le 3 juillet, mardi le 11 juillet, je vais être à l'extérieur. Donc, je vais faire relâche pour les 2 Facebook Live prochains. Mais je vous donne rendez-vous pour le mardi suivant à 20h, qui devrait être, si je ne me trompe pas, le 18 juillet. Donc, on se retrouve mardi, 20h, heure du Québec, dans 3 semaines. D'ici là, profitez de votre été, amusez-vous bien, faites des expériences, notez vos expériences, puis revenez avec des belles questions constructives afin que je continue de faire mes Facebook Live comme ça, juste pour vous. Merci encore pour la belle soirée. Merci.